est organisée conjointement par la Société française d'énergie nucléaire et par les Amis du Visiatome. En tant que membre de la Société française d'énergie nucléaire, c'est moi qui présente cette conférence. Donc nous sommes heureux d'accueillir ce soir sur un sujet particulier et un peu difficile, monsieur le commandant Alexandre Tachon. Excusez-moi, je ne suis pas à l'habitude. Vous êtes capitaine de frégate et commandant du sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca. Hein, c'est bien ça. Donc vous allez nous parler de l'usage du sous-marin nucléaire, de la dissuasion, de la façon dont on y vit, enfin bref, un sujet que vous connaissez bien et on est heureux de vous écouter. Je vous laisse la parole. Merci. C'est branché, vous m'entendez? Parfait. Alors, ce midi, quand j'ai discuté un peu avec mes collègues, je leur expliquais la conférence que je venais faire ici, et ils m'ont dit « Chouette, pour une fois, tu as de la chance, tu vas parler à des gens qui sont convaincus du nucléaire. Au moins, tu n'auras que des copains dans la salle. » C'est vrai qu'on a un point commun qui est l'énergie nucléaire, puisque les sous-marins français utilisent des réacteurs nucléaires pour leur énergie et leur autonomie sur zone. Ceci dit, il y a un deuxième sujet sur lequel on n'est pas forcément d'accord, qui sera l'arme nucléaire. Voilà. Donc, en guise de préambule, je vais vous passer un extrait d'un film qui est passé au cinéma il y a de ça une décennie, qui s'appelle USS Alabama, pour un peu vous faire comprendre les enjeux. S'il y a moyen de baisser la lumière un peu, s'il vous plaît. Je suis certain que ce qu'il voulait dire était en fait un peu plus compliqué. Oui, le vrai but d'une guerre, servir à une fin politique, mais sa nature profonde est de s'auto-justifier. C'est magnifique. En d'autres termes, pour être assuré de remporter la victoire, il faut savoir participer au débat politique et ignorer tout le reste et détruire son ennemi. C'est ce que vous pensez? Ce que je pense, c'est que Von Clausewitz semble croire. Mais vous ne le pensez pas. Non, je pense qu'à la guerre nucléaire, le seul ennemi ne sera jamais détruit. Bon, attention. Von Clausewitz va nous révéler quel est le seul ennemi de l'humanité. Von. À mon avis, à l'ère nucléaire, le seul ennemi est la guerre. Donc voilà, ça met un peu dans l'ambiance. Je vous rassure tout de suite, il est interdit de fumer à bord des sous-marins français, contrairement à ceux que vous avez vus dans le film sur un sous-marin américain. Alors, au cours de cette conférence, je vais aborder les différents points que vous voyez ici. En fait, c'est un peu comme un zoom. On va partir de la marine nationale au sens large pour voir à quoi elle ressemble, votre marine. Et puis, au sein de cette marine, il y a les forces sous-marines, qui sont une composante, avec 3 points essentiels au sein des forces sous-marines, les centres de transmission, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux qui sont basés à Brest et qui portent l'arme nucléaire, et puis les sous-marins nucléaires d'attaque, ceux qui sont basés à Toulon, qui sont ni plus ni moins que des frégates, mais avec des avantages et des inconvénients qui sont différents. Alors, pour se connaître, déjà comparons-nous aux autres. Là, vous avez la comparaison avec différents pays. Donc, vous retrouvez la France avec les histogrammes en violet, et qui est la somme de tonnage de tous les navires. Donc vous voyez l'échelle à gauche, là on parle en millions de tonnes. Les Américains sont très loin devant. Il faut s'imaginer que les Américains, quand vous mettez bout à bout tous les budgets de défense de tous les pays,
40% de cette valeur-là, c'est le seul budget de défense des Américains. Donc ils font la course très très loin en tête. Vous retrouvez souvent comme puissance derrière la Russie et la Chine. Et puis en général, les autres, on va dire le troisième cercle des puissances dans laquelle vous trouvez la France, qui finalement a une marine assez comparable à la marine britannique ou bien japonaise, enfin toutes les puissances, on va dire, de même rang. Sur les points bleus que vous voyez, c'est les effectifs de chaque marine. La marine française, on est aux alentours des 35 000 personnes. Alors, les effectifs de la marine nationale sont, vous voyez les différents camemberts. Alors chez nous, il n'y a pas de sous-officiers, on les appelle les officiers mariniers. Vous avez, qui représentent plus de la moitié, puisque nous sommes des métiers assez techniques. Vous avez les équipages, ce sont les matelots et les quartiers-maîtres. Quand vous comparez à l'armée de terre, on a un lot d'équipage qui est très réduit en pourcentage, puisque justement nous sommes un métier très technique. Et puis enfin, les officiers, 4000 à peu près, c'est-à-dire un taux d'encadrement de 11%. Il faut voir que la défense, en général, le taux d'encadrement est d'environ 16%. Et puis, nous avons pas mal de civils pour faire tourner, je dirais, les métiers un peu à terre, plutôt administratifs. Le chiffre qui est vraiment marquant, c'est celui qui est en bas à gauche, moins 27% depuis 2002. Donc vous voyez qu'en quasiment 10 ans, nous avons perdu un quart de nos effectifs. C'est l'effort qu'on nous demande, c'est l'effort qu'on demande à la défense en général. Alors, le cœur de notre organisation, c'est ce schéma-là, avec deux cerveaux. On a toujours deux cerveaux. Un cerveau qu'on appelle le cerveau organique, qui est celui qui est à gauche, et un cerveau opérationnel, qui est celui qui est à droite. Alors, le cerveau organique, à gauche, les flèches vertes, on raisonne par composantes. C'est ceux qui sont responsables d'avoir les bâtiments disponibles, armés par du personnel qualifié, compétent et entraîné aux missions qu'il va rencontrer. Donc, on est sous la responsabilité, vous le voyez ici, du ministre de la Défense, tout en haut, le chef d'état-major des armées, notre chef d'état-major de la marine, et puis ensuite, on a un amiral pour chacune des 4 composantes que je vais vous détailler. Ensuite, une fois qu'on est prêt au combat, on bascule dans la partie opérationnelle. C'est cette carte que vous voyez ici, puisque on a découpé le monde en zones de responsabilité, et vous avez un officier général ou un amiral pour chacune des zones de responsabilité. Donc, par exemple, un amiral qui commande toute la zone atlantique, un amiral qui commande toute la zone Méditerranée, toute la zone océan Indien, et ainsi de suite. Donc le monde est découpé, et dès qu'on part pour effectuer une mission, on passe sous les ordres de cet amiral, et on accomplit pour lui les missions qui nous le demandent. Et les ordres, on les reçoit directement du président de la République. Donc vous voyez, on a 2 chaînes à peu près parallèles. Le ministre de la Défense ne s'occupe pas des opérations, et à l'inverse, l'Élysée ne s'occupe pas de la préparation des forces. C'est un souci qu'on retrouvera y compris à bord, puisqu'on a une organisation qui est double, une à la fois pour la conduite des opérations et une à la fois pour l'entretien du matériel. Donc c'est un souci que vous retrouverez toujours chez le marin. Alors on va passer en revue les 4 commandements organiques de la marine. On va commencer par Alphand, donc l'amiral qui commande la force d'action navale, c'est-à-dire tous les bâtiments de surface. Il représente environ 10 000 personnes et il a une force qui est... il a un vrai défi, c'est d'entretenir des bateaux qui sont très différents. Alors vous avez d'un côté le porte-avions, sur lequel il y a 2000 personnes, des aéronefs, des soucis très variés, et puis vous avez à l'inverse ici un patrouilleur de service public pour faire toutes les missions de l'action de l'État en mer. C'est un bâtiment qui fait 20 personnes et qui va faire les missions de police. Police des pêches, sauvetage en mer, police de la navigation, enfin bref, tout le métier des policiers, des pompiers, mais en mer. Donc vous voyez, des bâtiments de taille très différente, des préoccupations très différentes, et puis surtout une répartition sur plein d'endroits, puisque des patrouilleurs comme ceux-ci, vous en retrouvez dans tous les territoires d'outre-mer. Donc juste pour vous les citer, donc, en haut à gauche, vous avez le porte-avions Charles de Gaulle, on n'en a qu'un seul. Ici, vous avez les frégates de défense aérienne. Ce sont des frégates qui sont spécialisées dans la lutte anti-aérienne. La boule que vous voyez tout en haut, c'est un radar tridimensionnel qui permet d'avoir une tour de contrôle mobile. Ensuite, vous avez tout en bas à gauche des chasseurs de mines qui permettent d'enlever les mines sur des théâtres d'opération, mais aussi au large des côtes françaises. Il faut voir que, par exemple, dans la Manche, on estime qu'on a enlevé à peu près que 20% des mines de la Seconde Guerre mondiale. Donc il reste encore du boulot pour des dizaines et des dizaines d'années sur ce sujet. Le bâtiment du milieu, ce sont des
bâtiments de projection et de commandement. C'est en fait un peu des énormes hôtels-restaurants pour des gens de l'armée de terre, et après vous les faites partir en char ou en hélicoptère pour aller poser pied sur une côte ennemie, ou alors pour évacuer les ressortissants. Ce qui nous est arrivé par exemple cet été, on a évacué tous les ressortissants français et européens de la Libye. Le deuxième commandement organique le plus important, c'est Alavia, l'amiral commandant l'aviation embarquée. Il a lui aussi quelques bâtiments très différents, puisque vous voyez qu'un avion de chasse Rafale, comme en bas à gauche, ce n'est pas la même chose qu'un hélicoptère NH-90 ou bien un avion de patrouille maritime. Là aussi, pour des missions qui sont toutes très différentes. L'avion de chasse, il va plutôt délivrer des bombes sur des endroits très précis où aller faire de la reconnaissance, en particulier en Afghanistan. Pour vous donner un exemple, en Afghanistan, le dispositif permanent de l'armée de l'air, c'était 3 avions. Et quand le porte-avions, lui, se déplaçait en Afghanistan, c'était des raids d'une vingtaine d'avions environ. Les hélicoptères NH-90 que vous voyez en haut, eux, ils ont tout un tas de missions. Ils sont assez polyvalents. Ils sont à la fois capables de faire de la lutte anti-sous-marine, donc en ayant des sonars trempés juste en dessous de leur carlingue, ou bien en allant faire des missions de sauvetage en mer pour enlever des personnes qui seraient prises dans des bâtiments, dans des bateaux. Et puis enfin, les avions de patrouille maritime qui sont là aussi capables d'aller faire de l'alerte avancée, et on les utilise entre autres actuellement au Mali ou en Centrafrique. Mais on les utilise aussi bien, par exemple, au large de la Somalie en mer pour aller repérer tous les pirates. C'est une force qui représente environ 5000 personnes. Maintenant, Alfost, l'amiral qui commande la force océanique stratégique et les sous-marins en général, avec les 3 préoccupations dont je vais vous parler, c'est-à-dire ici en vert les centres de transmission marine, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins que vous voyez en bas à gauche, et puis les sous-marins nucléaires d'attaque que vous voyez ici. Mais je ne vous en parle pas plus maintenant, puisque je vous en parlerai plus longuement après. Par contre, il faut voir qu'Alfost, c'est 3500 personnes, avec le marin qui navigue physiquement sur les sous-marins, ça représente un peu moins de 2000 personnes, c'est-à-dire le nombre d'employés municipaux d'une ville comme Béziers, par exemple. Vous voyez que nos forces sous-marines, notre dissuasion nucléaire repose sur un vivier qui n'est pas énorme. Et puis enfin, le 4e commandement organique qui s'appelle Alfusco, l'amiral commandant les fusiliers marins et les commandos, avec plusieurs branches chez les commandos, ceux qui sont capables de faire de l'assaut mer, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, c'est-à-dire aller prendre possession d'un navire en pleine mer, ce qui n'est pas une chose facile, les nageurs de combat, que vous voyez en bas à droite, et puis ceux qui sont capables d'aller faire de l'assistance, tout ce qui est raid à partir de la mer, le milieu marin. Une force qui représente 2000-2500 personnes. Alors maintenant, on va attaquer un peu plus précisément les forces sous-marines. Les forces sous-marines, c'est une véritable expertise française. Le premier sous-marin motorisé de l'histoire, il est français, Cocorico, il s'appelle Le Plongeur, vous voyez, 1863, donc ça remonte il y a très longtemps. L'inventeur du périscope sur les sous-marins, c'est un Français également, c'était un peu avant la Première Guerre mondiale. Il faut vous imaginez le Surcouf en 1929, donc c'était il y a de ça assez longtemps, presque un siècle. Il était plus gros que le sous-marin nucléaire d'attaque que je commande. Et ils étaient capables de placer à l'arrière un hydravion. Voilà. Bon, ils ne plongeaient pas aux mêmes profondeurs, mais en tout cas, c'est pour vous rendre compte de ce qu'on était capable de faire industriellement en France très tôt. 1969, le premier sous-marin nucléaire à la fois par la chaufferie nucléaire et par les missiles nucléaires, c'est le Redoutable. Et depuis 1972, vous avez en permanence au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui patrouille de jour comme de nuit, que ce soit Noël, Nouvel An ou Pâques. Vous en aurez toujours un qui est en mer. Donc on peut être véritablement fier de notre savoir-faire français dans le domaine des sous-marins. Ensuite est arrivée la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est la prise de conscience du potentiel de destruction des sous-marins. Ce sont vraiment les Allemands qui ont donné leur lettre de noblesse aux forces sous-marines. Et pendant la Première Guerre mondiale, tous les Alliés avaient conscience que s'ils voulaient gagner la guerre, ils devaient asphyxier l'Allemagne. Et la meilleure réponse que les Allemands ont pu fournir, c'était la guerre à outrance à partir des sous-marins. Bon, ils ont perdu la Première Guerre, mais je peux vous dire qu'ils ont fait énormément de mal et ils ont marqué beaucoup d'esprits. Et la période de l'entre-deux-guerres a été une grande période de développement technique pour les sous-marins.
Est arrivée ensuite la Deuxième Guerre mondiale, où, là aussi, les sous-marins allemands se sont beaucoup illustrés, surtout par leurs pertes, puisqu'ils avaient environ 1200 sous-marins, il y a plus de 800 qui ont été coulés. Donc il y a 2 tiers des sous-mariniers allemands qui sont morts à bord de leur navire, quelque part en Atlantique. Les Américains, eux, ont décidé de mener une guerre qu'on connaît un petit peu moins, qui était le blocus du Japon. Et ils l'ont fait grâce aux sous-marins. Ils ont voulu asphyxier le Japon sur tous ses approvisionnements, et ils l'ont très bien fait. Le Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'était plus capable de construire le moindre bâtiment de combat. Et c'était d'ailleurs la technique qu'avaient adoptée les États-Unis, c'était de déclencher des batailles navales, non pas pour les gagner, mais uniquement pour couler par-ci, par-là des navires japonais, et de cette manière, continuer à les asphyxier et être certain, au bout de quelques années, de gagner toutes les batailles, puisque de toute façon, il n'y aurait plus d'opposition en face. Alors, on a gagné la guerre sous-marine face aux Allemands grâce à l'invention du sonar, qui n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est véritablement la bataille de l'Atlantique qui a vu l'avènement du sonar. La guerre froide a été une période, je dirais, de plein emploi pour les sous-marins. C'est véritablement la guerre de l'ombre. Alors pourquoi ? Parce que la guerre froide, c'était une guerre essentiellement nucléaire. Enfin, nucléaire qui ne s'est jamais déclenchée, mais de dissuasion nucléaire. Et le principal porteur de l'arme nucléaire, en tout cas celui qui faisait le plus peur pour tous les camps, c'était le sous-marin. Puisque le sous-marin, une fois qu'il est en plongée, vous ne savez plus où il est. Et comme vous ne savez plus où il est, ça veut dire que vous ne pouvez pas le neutraliser. Quand vous mettez des missiles sur un plateau, comme le plateau d'Albion par exemple, qui existait en France, il suffit d'aller toucher le plateau d'Albion pour qu'il ne devienne plus opérationnel, vous avez neutralisé l'endroit. Les SNLE, à partir du moment où ils sont en mer, vous n'y pouvez plus rien. Vous devez trouver une aiguille dans une botte de foin, vous devez trouver un sous-marin comme celui-ci dans tout le théâtre atlantique et méditerranéen, c'est-à-dire sur un terrain de chasse qui fait plus de 50 fois l'Europe. Alors je vous ai mis quelques événements pour illustrer un petit peu. Alors la crise de Suez, il n'y avait pas de sous-marin pendant la crise de Suez en 1956. Toutefois, les Français et les Britanniques se sont fait rappeler à l'ordre par les Russes et par les Américains en leur disant « Maintenant, vous êtes bien gentils, vous revenez chez vous et vous n'allez pas plus loin sur le canal de Suez, vous vous arrêtez parce que nous sommes porteurs de l'arme nucléaire. » Alors il y a eu 2 conclusions complètement différentes suivant les pays. Les Britanniques ont compris la leçon et ils se sont ralliés comme alliés inconditionnels des États-Unis. Et puis, les Français, à l'inverse, se sont dit « Du coup, je ne suis plus indépendant et apparemment, l'arme nucléaire me permettra cette indépendance. » Et c'est l'événement déclencheur de toute la politique nucléaire en France. La crise des missiles de Cuba, on a frôlé la catastrophe. Ceci dit, les Russes se sont retirés en grande partie parce qu'ils avaient des sous-marins classiques, et en face, les États-Unis étaient déjà capables d'aligner des sous-marins nucléaires et ils savaient que de toute façon, ils allaient perdre. Donc la bataille navale qui était prête à s'annoncer allait être perdue de toute façon. Donc, ça les a entre autres fait reculer. Alors depuis la fin de la guerre froide, les sous-marins sont encore très utilisés. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles le format des armées est revu tout le temps à la baisse, mais le format des sous-marins n'est pas revu à la baisse, parce que nous sommes un peu comme un couteau suisse. On est capable de faire plein de choses, et je vais vous les détailler après. Alors les sous-marins dans le monde, il en existe essentiellement 4 types différents. Alors, le sous-marin diesel, qu'on appelle SSK en norme internationale, le sous-marin diesel qui est le plus répandu, qui est le même que celui de la Seconde Guerre mondiale, mais bien sûr avec des avancées technologiques importantes. Derrière, il y a une modernisation qui s'appelle le SSK AIP, pour Air Independent Propulsion, puis le sous-marin nucléaire d'attaque qui s'appelle le SSN, vous avez un exemple de Los Angeles américain, et puis le SSBN, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est-à-dire chaufferie nucléaire plus armes nucléaires. Donc, je vais vous les détailler un petit peu. Alors, le principe du sous-marin diesel, il est finalement assez simple. Vous avez tout un jeu de batteries, comme dans votre téléphone portable. Il y a des batteries, on vit sur les batteries, et puis, comme toutes les batteries, à un moment, ça se décharge, et il faut les recharger. Alors, on les recharge avec un moteur diesel, mais le problème du moteur diesel, c'est qu'il lui faut du gasoil, et puis il lui faut de l'air. Or, l'air, vous le trouvez qu'à bord, et
et il serait dommage de partir en dépression ou de ne plus avoir d'air pour respirer pour le marin à l'intérieur. Donc le sous-marin diesel, pour déclencher le moteur, il est obligé d'aller à l'immersion périscopique, c'est-à-dire à une immersion qui le met à 2 mètres, 1 ou 2 mètres en dessous de la surface. Quand il fait ça, il sort un périscope, comme vous pouvez en voir ici. Là. Il sort un grand périscope qui en fait est un tube d'air et qui permet d'admettre l'air à l'intérieur du sous-marin pour aller faire vivre le moteur diesel. Donc c'est quand même une grosse contrainte, puisque pendant toutes les périodes où vous rechargez les batteries par le moteur diesel, vous êtes contraint en immersion, contraint en vitesse, et puis vous sortez des périscopes en dehors de l'eau, donc vous êtes potentiellement détectable par les radars ennemis. Alors sur des sous-marins diesel d'ancienne génération, un peu comme ceux-là, là, vous êtes quasiment obligé de recharger 2 fois par jour. Et puis, si vous voulez économiser vos batteries, il faut aller à petite vitesse. Donc vous êtes vraiment limité en termes de mobilité. Quand vous avez des sous-marins de ce type-là, c'est que vous avez envie de protéger vos côtes. Comme vous n'avez pas un long rayon d'action, vous avez juste vocation à protéger votre territoire. Quand vous décidez de passer à la vitesse supérieure, ça s'appelle les sous-marins AIP, vous rajoutez en fait des énormes bonbonnes comme celle-ci, qui sont de l'air liquide ou de l'air sous pression, dans le but d'aller alimenter le moteur qui recharge les batteries et de pouvoir le faire en plongée. Donc, comme vous le faites en plongée, vous êtes capable de le faire dans des zones d'ombre acoustique où vous serez plus discret, vous pourrez le faire d'une meilleure façon, et donc vous n'êtes pas obligé de remonter, vous n'êtes pas obligé d'être limité en vitesse, et vous pouvez continuer à garder de la mobilité. Des sous-marins comme ceux-ci, ils ont besoin quand même, parce que l'air, au bout d'un moment, on en vient à bout, ils ont besoin de recharger. En gros, leur idée, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc vous augmentez le rayon d'action, mais c'est toujours pareil. Vos batteries sont limitées et vous ne pouvez pas aller vite. Quand vous avez des sous-marins de ce type-là, vous êtes une marine à vocation régionale. C'est-à-dire que vous commencez à vous déployer en dehors de vos eaux. Vous allez voir un peu plus loin, mais de toute façon, vous n'allez pas à l'autre bout du monde non plus. Si vous voulez aller à l'autre bout du monde, il faut avoir des sous-marins nucléaires d'attaque. Les sous-marins nucléaires d'attaque, donc ici vous avez un schéma du sous-marin que je commande, avec, vous trouvez ici la chaufferie nucléaire, et vous avez plus de problème d'autonomie, puisque la chaufferie nucléaire, elle vous permet d'aller à fond pendant très longtemps. Vous êtes donc, à ce moment-là, une marine à vocation mondiale. Mais ça n'est pas si facile que ça, puisque passer d'un réacteur EDF grande dimension à un réacteur de propulsion navale, c'est extrêmement compliqué. À l'heure actuelle, on considère que vous avez 5 pays, qui sont bizarrement les 5 sièges permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Chine et France, qui en disposent. Il y a l'Inde qui commence à réussir, et puis tous les autres pays essayent, mais se cassent les dents dessus depuis 10-20 ans. Donc ça n'est pas si facile que ça, que de passer d'un réacteur de production électrique à un réacteur de propulsion navale. Les armements à bord sont bien conventionnels. Torpilles, missiles, c'est de l'armement conventionnel. La chaufferie nucléaire n'est qu'un moyen pour avoir de la mobilité. Et puis enfin, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux qui ont à la fois une chaufferie nucléaire pour l'énergie et les missiles nucléaires pour le feu. Alors, vous avez ici les 4 types en activité opérationnelle à la mer, puisque la Chine, pour l'instant, est toujours en phase de test. Et puis, ils réussissent leur tir, mais ils n'arrivent à tirer qu'avec le SNLE en surface, ce qui est quand même handicapant. Donc là, vous avez les 4 types opérationnels à la mer qui sont capables de lancer leurs missiles en plongée de n'importe où dans le monde. Donc vous avez les types français en haut à gauche, le terrible, les types Vanguard britanniques en haut à droite. Seulement, il faut bien avoir en tête que les Britanniques construisent sous licence américaine. Les chaufferies nucléaires sont faites sous licence américaine. Les missiles sont des missiles américains, donc ce n'est même pas sous licence américaine, c'est un jeu de missiles commun avec les Américains. Seules les têtes sont purement britanniques. Ce sont des missiles Trident. En bas à gauche, vous avez les types Ohio américains. Et puis en bas à droite, les types Typhoon russes. Donc vous voyez, quand on regarde finalement ceux qui maîtrisent de bout en bout cette chaîne, vous n'avez que 3 pays. Petit à petit, on restreint le cercle. 3 pays. France, États-Unis, Russie.
Donc à l'échelle mondiale, ici, vous avez tous les pays qui disposent de forces sous-marines, avec en vert tous ceux qui ont une tendance à augmenter leur nombre de sous-marins, en orange tous ceux qui ont tendance à la stabiliser, c'est-à-dire le niveau leur convient, et puis en gris ceux qui ont tendance à diminuer leur force sous-marine. Alors vous avez aussi en beige tout un tas de pays africains qui n'en ont pas, ou comme la Suisse par exemple, elle n'a pas de sous-marin, ça peut se comprendre. Mais vous voyez surtout que quasiment aucun pays ne fait le choix de réduire la voilure sur ses forces sous-marines, voire même le contraire. Et paradoxalement, vous avez ici le nombre de sous-marins militaires dans le monde en fonction des années. Donc vous voyez qu'on a un pic aux alentours des années 80, quand on était vraiment au maximum de la guerre froide. Et puis depuis, le nombre de sous-marins ne fait que diminuer. Donc on est à peu près à un niveau de 400 sous-marins militaires dans le monde. Ceci dit, parallèlement, vous avez un nombre de pays qui s'en dotent qui est en augmentation. Alors, sur ce schéma un peu bizarre, vous avez en bas les années, et puis en ordonnée, vous avez le tonnage, et puis ensuite les ronds, ce sont les pays. C'est juste pour vous montrer, je dirais, la diversité des programmes. Les programmes sous-marins ne s'arrêtent jamais. Ce n'est pas une arme qui stagne, c'est une arme qui se développe, c'est une arme qui s'achète, c'est une arme qui se vend aussi, puisque même les Français vendent du sous-marin classique à l'export. En tout cas, c'est une arme qui continue et qui a encore de beaux jours devant elle. Alors les forces sous-marines françaises, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail, on pourrait les réduire à Toulon et à Brest. Toulon pour les sous-marins nucléaires d'attaque, Brest pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. En fait, c'est vraiment un sport d'équipe et on n'est pas tout seul. Nous, on est juste en bout de chaîne, mais la chaîne, elle est très longue avant nous. Vous avez en particulier les 4 centres de transmission marine. Vous avez ici la Régine, René, Sainte-Assise et puis Kerlouan en Bretagne. On retrouve Cherbourg, qui est le port de construction et de démantèlement de nos sous-marins. Et puis on a aussi notre école atomique, c'est là où on fait nos classes dans le nucléaire. Et puis vous avez le centre d'essai des Landes, à gauche, pour le tir des missiles à partir d'une plateforme fixe. Et puis toute une industrie. On retrouve par exemple Thales Underwater Systems, c'est pour la construction des sonars. DCNS Saint-Tropez, c'est pour les torpilles. Et puis je pourrais aussi rajouter tous les centres du CEA. En bref, c'est véritablement un aboutissement d'une politique et d'une volonté politique française dans son ensemble. Alors on va commencer par les centres de transmission marine. Alors pourquoi les centres de transmission marine dédiés aux sous-marins sont du ressort des forces sous-marines? Tout simplement parce que les ondes électromagnétiques ne passent pas dans l'eau. Donc comme elles ne passent pas dans l'eau, les transmissions ne passent pas dans l'eau. C'est un véritable problème. En tout cas, ça nous oblige, nous, à revenir régulièrement à l'immersion périscopique pour les récupérer. Et puis aussi parce que si vous voulez donner des ordres à un sous-marin à l'autre bout du monde, il s'agit de ne pas avoir besoin de mettre de station relais dans un autre pays. Donc si vous voulez, à partir de la France, pouvoir donner des ordres à vos sous-marins partout dans le monde, il vous faut des ondes qui soient capables de faire le tour du monde. Et ce sont des ondes qui sont à très basse fréquence. Donc les ondes très basse fréquence, pour ça, il faut de très grandes antennes. Et vous avez ici une photo de chacun des 4 centres de transmission français dédiés uniquement aux transmissions sous-marines par les ondes basse fréquence. Ce sont des antennes qui sont immenses, qui sont aussi grandes que la Tour Eiffel, sur des périmètres ou sur des endroits qui représentent au moins une 50aine d'hectares. Donc c'est vraiment une réalisation colossale. Alors nos SNLE, ils sont basés à Brest, avec 2 endroits. Tout d'abord, la ville de Brest, où vous retrouvez, c'est la photo ici à gauche, vous retrouvez en bleu l'ensemble de la zone sous-marine qui est dans le port, dans l'arsenal de Brest, avec ici l'état-major de l'amiral, qui commande les forces sous-marines. Ici, vous retrouvez les logements et les endroits où on se restaure. Ici, les bâtiments pour chacun des équipages des 4 SNLE. Et puis ici, toute notre zone de simulateurs et d'école. Ça, c'est la partie à terre. Et puis ensuite, de l'autre côté de la rade, là ici vous avez une photo de la rade avec au nord la ville de Brest. Donc vous prenez le bateau, le Transrad, et vous allez de l'autre côté, ici, sur l'île Longue. C'est le site que vous voyez sur la photo, qui accueille, qui maintient en condition, qui fait l'entretien des SNLE,
mais aussi qui fait la mise en place et l'entretien des missiles, qui n'est pas non plus une mince affaire. Pour ça, donc, on utilise également le site qui est en bas, là. Il y a un autre endroit qui s'appelle ici le Genvenez, où sont assemblés les missiles. Voilà, donc là, vous avez un peu toute la chaîne avec les missiles qui arrivent à gauche au Genvenez, qui ensuite sont transportés dans l'île Longue, où on assemble physiquement la partie fusée, parce que c'est une fusée Ariane, hein, la partie fusée Ariane avec la tête qui contient les missiles nucléaires. Et puis ensuite, tout cela se transporte par des rails et se charge à l'intérieur du sous-marin. C'est quand même une grosse manutention. Un missile, ça fait 50 tonnes. Ce n'est pas de la manutention la simple manutention. Que vous promenez au-dessus d'une chaufferie nucléaire, bien sûr. Alors, les SNLE dans le monde, vous avez la même carte que tout à l'heure, c'est-à-dire en bas leur année de construction, et puis en ordonnée leur tonnage. Donc, vous voyez le programme Le Redoutable de nos sous-marins à l'heure actuelle. Donc, c'est fin des années 70, la conception et la construction. Depuis, ils sont terminés. On est passé sur les 4 triomphants qui, eux, ont été construits dans le milieu des années 90 et qui dureront en gros jusqu'en 2030. Un bon 2030. En face, vous avez les Américains avec les classes Ohio et puis les Vanguard britanniques. Les Russes, eux aussi, sont en train de se renouveler puisqu'ils sont, alors, on ne le voit pas sur ce schéma, mais en fait, ceux qui sont en service, ils sont encore plus à gauche en termes d'années de construction. Mais actuellement, ils ont remis le paquet et ils ont commencé à construire leur premier SNLE de type Boré. Et puis enfin, vous avez les Chinois qui, eux, ont produit leur premier SNLE de type Jin, mais je vous dis, ils présentent encore des problèmes puisqu'ils ne peuvent lancer qu'en surface. Alors, 4 SNLE, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant, le Terrible, équipés de missiles balistiques. Donc, vous voyez à gauche un départ de missiles balistiques depuis le fond de la mer. Quand un sous-marin comme ça apparaît, il apparaît avec plus de 500 fois Hiroshima à bord. Donc il faut être conscient de la puissance de feu qui est à bord. Vous avez 16 missiles qui contiennent chacun 6 têtes nucléaires, donc ça vous fait 96 têtes nucléaires, qui font chacune entre 100 et 150 kilotonnes. Donc vous arrivez à plus de 500 fois Hiroshima. Alors qu'est-ce que la dissuasion nucléaire française ? Alors la dissuasion, nous, notre livre, notre Bible, c'est le livre blanc. C'est les ambitions politiques de la France en matière de défense. Et quand on regarde la définition de la dissuasion nucléaire, je vous ai mis en rouge les 3 mots essentiels qu'il faut retenir pour notre dissuasion. Le premier mot, c'est protéger. Protéger parce que c'est une arme qui est strictement défensive. On exclut tout emploi offensif de cette arme. Deuxième mot important, c'est étatique. C'est une arme qui ne s'adresse qu'à des États. Ça ne sert à rien face au terrorisme, par exemple. On ne peut rien faire, en tout cas, ce n'est pas une arme qui s'adresse au terrorisme. C'est bien un message que l'État français envoie à tout autre État. Et puis enfin, ça sert à protéger nos intérêts vitaux. Alors vous allez me dire, c'est quoi un intérêt vital ? Eh bien justement, c'est l'intérêt de ce mot-là, c'est qu'il est volontairement flou. Si vous donnez une définition exacte de l'intérêt vital, vous allez forcément avoir des petits malins qui vont s'amuser à jouer avec les limites. À partir du moment où vous ne les définissez pas, franchement, c'est le message que vous adressez, c'est ne jouez pas avec moi. Et puis je ne fixe pas de limite, mais en tout cas, si vous en dépassez une, vous prendrez des missiles. Donc l'objectif, c'est que les États adverses ne commencent même pas à avoir l'idée de venir nous embêter. Par exemple, intérêt vital, l'Union européenne est certainement un intérêt vital. Maintenant, est-ce que si un pays comme la Pologne se fait envahir, est-ce que l'intérêt vital est menacé ? Oui, non. Est-ce qu'une attaque informatique contre l'État est un intérêt vital ? Oui, non. Voilà. La définition est volontairement pas donnée pour que les pays adverses ne soient pas tentés. Alors notre dissuasion, elle repose sur 2 piliers. Donc, si vous devez retenir, vraiment, retenez ces 2 mots, indépendant, crédible. Il faut que notre dissuasion, elle soit crédible, c'est-à-dire qu'il faut que les pays d'en face, ils y croient. Ils soient certains
que l'ordre de tir sera donné. Donc il y a tout d'abord une crédibilité politique. Il faut qu'on soit certain que nous ayons des présidents qui soient capables d'appuyer sur le bouton s'il faut. Songez-y quand vous voterez. Ensuite, il faut qu'on soit techniquement crédible. C'est la raison pour laquelle on fait régulièrement des tirs de missiles pour montrer que si on décide d'appuyer, le missile il va bien partir et il va bien atteindre sa cible. Il y a la crédibilité de l'explosion en elle-même. Ça, c'est tout le programme simulation du CEA qui se doit lui aussi d'être crédible maintenant qu'on ne fait plus d'essais dans le Pacifique. L'avantage de l'essai dans le Pacifique, c'est qu'au moins, l'explosion, physiquement, elle était là, on pouvait la constater, elle ne faisait plus de doute. Le programme simulation, lui, se doit de rester crédible parce que finalement, on n'est plus capable de montrer que l'explosion aura bien lieu et qu'elle aura bien les kilotonnes qu'on a annoncées sur le papier. Et puis enfin, nous, les sous-marins nucléaires d'attaque, on intervient aussi dans cette partie de crédibilité, puisque quand on va physiquement se montrer sur les théâtres d'opérations extérieures et qu'on a physiquement du résultat, dans la tête de tous les pays adverses, on dit, voyez, de quoi sont capables nos SNA ? Sachez que nos SNLE, ils font encore mieux. Le deuxième pilier, c'est l'indépendance. Alors, il y a une indépendance de décision, je vais faire en sens montant pour varier les plaisirs. Donc, l'indépendance de décision, il faut qu'on soit capable de prendre la bonne décision, si jamais il faut tirer ou s'il ne faut pas tirer. Donc, la première indépendance, elle commence par l'indépendance de renseignement. Nous devons avoir les renseignements par nous-mêmes qui nous permettent de décider si les conditions de tir sont remplies ou ne sont pas remplies. La deuxième indépendance, c'est l'indépendance dans la mise en œuvre de nos sous-marins au quotidien. Donc là aussi, les SNA, on intervient, puisqu'on va les entraîner. Il est hors de question qu'on donne la signature à une autre nation, donc c'est nous-mêmes qui les entraînons. C'est nous-mêmes qui blanchissons les zones dans lesquelles ils vont patrouiller. C'est nous-mêmes qui déminons les approches ou qui les escortons pour qu'ils rejoignent leur zone d'opération. Donc c'est toute une partie qui est importante et qui dimensionne en grande partie notre marine, y compris pour les avions de patrouille maritime qui les escortent, aussi pour les chasseurs de mines, mais également pour les frégates d'accompagnement. Et puis il y a un volet dans lequel vous intervenez tous forcément, qui est l'indépendance dans la construction. Il faut que nos sous-marins, on soit capable de les construire du premier boulon jusqu'à la dernière vis par nous-mêmes. Donc la technologie, le savoir-faire est français à l'heure actuelle et doit le rester. Mais c'est un gros investissement, forcément. Je vous le redis, les Britanniques, ils n'en sont pas capables à l'heure actuelle. C'est sous licence américaine. Les Russes, ils l'ont perdu à un certain moment. Ils se sont arrêtés de faire de la dissuasion, ils ont arrêté leur programme pendant 5 ans. Ils ont mis 20 ans pour se réapproprier ce qu'ils avaient perdu. Donc on a toute une industrie, toute une entreprise, toute une volonté pour maintenir ce savoir-faire. Et là aussi, les SNA rentrent en jeu. Un programme des SNLE, une fois qu'il est mis au service actif, il va faire 35 à 40 ans. Donc 40 ans, c'est la durée de vie professionnelle, on va dire, d'un ingénieur. Donc si vous construisez un SNLE tous les 40 ans, ça veut dire qu'à chaque fois, vous partez d'une feuille blanche avec un ingénieur qui n'en a jamais construit. Si vous intercalez au milieu un programme des SNA, donc si tous les 40 ans vous construisez des SNLE et que vous intercalez tous les 40 ans un programme de SNA, en fait, vous avez un programme de sous-marin nucléaire tous les 20 ans. Et en ayant un programme de sous-marin nucléaire tous les 20 ans, à chaque fois, vous avez un ancien ingénieur avec un jeune. Et puis, vous en avez toujours un qu'on a construit et qui transmet son savoir à celui qui n'en a pas fait pour que dans 20 ans, il soit encore capable d'en construire et d'en imaginer. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que le jour où on s'arrête, on ne peut plus revenir dans la course. Alors je vous ai parlé ingénieur pour la construction, mais je peux aussi vous parler des soudeurs, ceux qui soudent les coques épaisses de sous-marins. C'est un réel savoir-faire, ils sont à peine une vingtaine en France. Et là, ce n'est pas un savoir-faire sur 20 ans, c'est un savoir-faire qui se perd en 2 ans. Si on n'en construit pas de façon constante, on perdra le savoir-faire. Alors, pour les missiles, je vais vous parler un peu de 2 choses sur la partie nucléaire. Donc, tout d'abord, le missile, et ensuite, je vous parlerai aussi des têtes nucléaires. Alors, le missile, c'est ce qui conditionne la portée. Et on a réellement affaire à des fusées Ariane. D'ailleurs, c'est un programme qui est commun. Fusée Ariane, missile de dissuasion, c'est le même programme avec juste quelques aménagements. Par exemple, nous, on est tiré en phase sous-marine, ce qui n'est pas le cas des fusées Ariane, puisqu'elles sont tirées d'entrée de jeu sur un stand de lancement qui est dans l'air. Mais à part ça, c'est exactement le même programme. D'ailleurs, vous le voyez, hein, vous montez au-dessus de l'atmosphère,
avec une fusée Ariane et des étages qui se séparent au fur et à mesure. Une fois que vous arrivez au point numéro 5, les têtes nucléaires ainsi que leurs leurres sont larguées physiquement et elles descendent uniquement sur leur poids. Ce sont des missiles qui sont balistiques, c'est-à-dire que vous pourrez toujours tenter de leur donner des impulsions magnétiques pour les brouiller ou quoi que ce soit, vous n'y changerez plus rien une fois qu'ils sont partis. Donc les têtes, elles tombent ensuite par leur propre poids. Ceci dit, quand elles arrivent au point numéro 8, l'impact, elles sont quand même à des vitesses qui sont de l'ordre de Mach 5 à Mach 7. Alors, la portée est un enjeu, parce que plus votre portée est grande, plus vous avez de pays qui vont se sentir concernés par notre dissuasion. Actuellement, la portée de nos missiles, elle est de l'ordre de 6000 km. Donc on est dans la case ICBM, c'est-à-dire Intercontinental Ballistic Missile. Vous prendrez le soin de regarder sur une carte quand vous faites un rayon de 6000 km autour de l'océan Atlantique et puis de la Méditerranée. Nous allons bientôt passer à une classe, on va encore augmenter la portée pour passer à 8000 km. Alors 8000 km, ce n'est pas innocent, vous partez de la Méditerranée, vous faites 8000 km et d'un seul coup, vous incluez la Chine dans le périmètre. Nous allons parler des armes nucléaires. Alors là, je vais un peu sur votre terrain, puisque forcément, quand je fais des conférences ailleurs, il faut repartir un petit peu à la base. Donc vous avez bien deux phénomènes nucléaires qui sont intéressants pour nous, qui sont tout d'abord la fission. Donc j'explique souvent que vous voyez, les noyaux lourds vous permettent de gagner de l'énergie quand vous passez de noyaux lourds à des noyaux plus légers. Puis à l'inverse, quand vous faites de la fusion, vous passez de noyaux légers, vous les fusionnez à des noyaux plus lourds, vous gagnez de l'énergie. D'ailleurs, vous en gagnez encore plus. Donc ce sont des phénomènes intéressants, je ne vais pas vous détailler plus, ce serait vous faire affront. Donc la première bombe à avoir été inventée, c'est la bombe A. La bombe A qui est uniquement basée sur la fission. Donc elle fait appel à deux savoir-faire, qui est tout d'abord la neutronique, que vous connaissez très certainement, donc un neutron qui vient frapper un noyau d'uranium, qui produit plusieurs neutrons, et ainsi de suite. Ceci dit, pour en faire une arme nucléaire, il faut faire appel à un deuxième savoir-faire qui s'appelle la détonique, ou deutonique, ça dépend des récits, qui consiste à faire en sorte que les neutrons qui sont émis lors de la fission ne s'échappent pas. Et en plus, ils restent rapides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas thermalisés dans l'eau. Donc comme ils restent rapides, par essence, normalement, ils n'ont pas vocation à aller interagir avec un deuxième noyau d'uranium. Donc vous avez tout un jeu d'explosion. Ici, là, en fait, nous, on le fait par des systèmes d'explosifs. C'est la deutonique qui consiste à rapprocher la sphère et à la rendre complètement étanche aux neutrons. C'est-à-dire qu'une fois que la réaction s'est enclenchée, le neutron ne peut physiquement plus sortir de la sphère dans laquelle il est emprisonné et n'a pas d'autre choix que d'aller agir, même rapidement, même en étant trop rapide pour ça, mais il le fait quand même, interagir avec d'autres noyaux d'uranium et ainsi avoir l'énergie qui augmente. Et puis l'objectif de la deutonique, c'est non seulement d'avoir créé cette masse surcritique, mais en plus d'essayer de la maintenir le plus longtemps possible pour que d'un seul coup, ça pète fort. Bombe A, avec ça, vous arrivez à des puissances de quelques dizaines de kilotonnes, d'équivalent TNT en explosion. Donc c'est typiquement Hiroshima. Derrière a été inventée la bombe H. Donc c'est une combinaison tout d'abord de fission. La fission permet d'aller atteindre les conditions thermodynamiques nécessaires, donc température et pression, pour pouvoir enclencher une réaction de fusion. Donc vous avez ici toute la partie fission qui derrière va vous créer dans la chambre les conditions thermodynamiques pour permettre la fusion. Et là, vous dégagez des énergies qui sont très nettement supérieures, vous dépassez la mégatonne d'équivalent TNT. Et puis vous avez également une troisième catégorie de bombes qu'on appelle les bombes sales, avec une terminologie bombe salée, bombe sucrée, qui consiste soit à utiliser un explosif conventionnel mais avec à l'intérieur des éléments radioactifs, soit une explosion nucléaire qui vous permette de disperser sur un plus grand champ d'action des éléments chimiques ou bactériologiques. Je passe toujours cette diapositive parce que c'est important qu'on ait en tête toujours et qu'on ne perde jamais de vue ce que fait une explosion nucléaire quand on la met dans une arme.
Alors vous avez l'effet des brûlures, c'est la photo en haut à droite. Vous avez ensuite l'effet de souffle, puisque comme vous avez créé l'explosion, il y a énormément de puissance au centre qui va d'un seul coup s'échapper, créer le souffle. Et puis comme cette énergie est partie brutalement, du coup au centre, après l'explosion, vous avez une dépression qui se crée. Donc tout le souffle qui est parti va revenir. Et donc tout ce que vous n'avez pas détruit à l'aller a été fragilisé et se retrouve détruit dans le sens retour. Et puis enfin derrière, il y a les radiations. On va passer au troisième sujet, que sont les sous-marins nucléaires d'attaque. Alors nous sommes basés à Toulon, avec une zone qui s'appelle la zone Missiessy, qui est ici représentée en bleu. On retrouve un peu la même organisation, avec ici les bâtiments dans lesquels nous travaillons, nos bureaux. En vert, la zone de logement, et puis en jaune, notre école de navigation sous-marine, et puis les simulateurs. Et les sous-marins, eux, ensuite, sont accostés dans cette zone Missiessy, avec 4 postes d'amarrage, et puis 3 bassins. Alors, la comparaison entre sous-marins nucléaires d'attaque, les types Ruby, donc ce sont les 6 à l'heure actuelle qui sont en France. Donc, vous voyez, nous avons fait les plus petits sous-marins nucléaires d'attaque du monde, tellement petits qu'au début, les Américains ne nous croyaient pas. Ils nous disaient, non, c'est pas possible, vu la taille, ils peuvent pas être nucléaires. Il a fallu qu'on leur prouve que si, on savait faire du nucléaire compact et efficace. Donc, ce qu'on a essentiellement en face, ce sont les Trafalgar britanniques, qui ont été construits à peu près dans les mêmes années, sauf qu'eux, ils ont déjà commencé à produire les 3 premiers, la classe suivante, les Astute. Les Américains, pareil, ils ont les Los Angeles et les Los Angeles Improve, ils ont comme un parc de 50 sous-marins nucléaires d'attaque. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même dimension. 6 en France, 7 en Grande-Bretagne et puis 50 aux États-Unis. C'était pour illustrer concrètement la première diapositive. Eux aussi, ils s'améliorent en permanence. Là, ils ont fait le programme Seawolf, mais qui leur coûtait beaucoup trop cher. Donc, vous voyez que ça coûte même trop cher pour les Américains. C'est vous dire à quel point c'est compliqué de les mettre en place. Donc, ils ont fait les types Virginia, qui vont petit à petit les remplacer. Et puis, l'apparition, depuis 2-3 ans, de l'Inde, qui ont d'abord acheté des Akula russes, et puis maintenant, ils sont en train de développer leur propre système. Vous voyez également que le Brésil a la prétention de construire son premier sous-marin nucléaire d'attaque pour 2018. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils rencontrent beaucoup de problèmes pour y arriver. C'est la preuve que c'est véritablement pas quelque chose de facile à inventer. Et puis surtout, notre lueur d'espoir, c'est le programme Barracuda, dont le premier devrait arriver en 2017, les remplaçants, puisque nos types Ruby commencent quand même à avoir plus de 30 ans de service actif. Alors les sous-marins nucléaires d'attaque, on en a 6, donc tous les 6 construits sur le même modèle, les mêmes plans. Vous avez également les années d'admission au service actif. Donc la construction, elle a commencé 3 ans avant. Donc construit dans les années 80, ça veut dire technologie des années 70. On a quand même réussi à faire pas mal d'améliorations sur le système de combat, ce qui nous permet de rester performants face aux autres nations. Les sonars ont été entièrement revus. Ça nous permet de regagner une portée, une allonge. Parce que si on était resté sur les sonars des années 70, on était véritablement foutu. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses d'un sous-marin nucléaire d'attaque ? Donc, pourquoi est-ce qu'on construit des sous-marins plutôt que de construire des frégates, finalement ? C'est un peu ça l'enjeu de cette diapositive. L'avantage du sous-marin, c'est sa discrétion. Voir sans être vu. Pouvoir s'approcher de l'adversaire sans que lui nous ait repérés. Son deuxième avantage, et là on le doit au nucléaire, c'est l'endurance. Être capable de partir loin, longtemps. On peut partir de Toulon, et la prochaine fois que vous nous verrez, ce sera devant l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ça ne pose aucun problème. Une fois qu'on est parti, il n'y a véritablement que nous pour savoir où nous sommes. Et puis enfin, la puissance de feu que je développerai dans la diapositive suivante. Nous sommes véritablement la seule arme capable d'aller détruire un groupe aéronaval en face. Toutefois, nous avons des faiblesses, 2 faiblesses ici qui sont dues à ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'impossibilité des ondes électromagnétiques de rentrer dans l'eau. On a parlé des transmissions, donc ça veut dire qu'il faut remonter périodiquement à l'immersion périscopique pour récupérer les ordres. Donc ça on nous l'impose, c'est un ordre de notre contrôleur qui nous dit vous remonterez toutes les 24 heures ou toutes les 12 heures, vous irez les récupérer. Ceci dit, c'est une réelle contrainte pour nos chefs, puisque ça veut dire que quand ils nous donnent un ordre,
Il ne faut pas qu'ils le regrettent derrière. Voilà. Si on me dit allez couler le porte-avions et qu'une heure après l'ordre est regretté, ben, c'est trop tard. Moi j'ai replongé et puis c'est parti, quoi. Le corollaire, c'est la position, puisque le signal GPS ne rentre pas dans l'eau non plus. Donc on ne navigue pas avec un point GPS, on est obligé de naviguer un peu à l'estime, à l'ancienne. Pour ça, on utilise des centrales inertielles, c'est la diapositive que vous voyez. Ce sont des petits accéléromètres qui bougent sous l'effet de l'accélération. On intègre une fois, vous avez la vitesse, vous réintégrez une fois, vous avez la position. Ceci dit, ce ne sont pas des centrales qui sont précises. Vous n'avez pas votre position au mètre près. Donc vous ne naviguez pas avec une position, mais vous naviguez avec une incertitude qui forcément grandit au cours du temps. Voilà. Et puis la deuxième grande catégorie de faiblesse, c'est dû au fait que les sous-marins sont discrets, donc n'utilisent que des sonars passifs. On n'émet pas. Et comme vous n'utilisez que des sonars passifs, vous ne faites qu'écouter le bruit que font les autres. Et alors là se pose un problème, c'est où est-il ? Où est-il physiquement ? C'est comme si vous promenez dans la rue avec les yeux fermés et vous dites « Tiens, j'ai mon copain Marcel qui me parle. Il est par là-bas. Mais est-ce qu'il me parle tout doucement et il est juste à côté de moi, ou est-ce qu'il me parle fort et il est sur le trottoir d'en face ?» Donc vous avez tout un tas de manœuvres à faire pour essayer de trouver où est l'adversaire, puisque c'est un système de une équation donnée par l'axe dans lequel il est, à trois inconnus, quelle est sa route, quelle est sa vitesse, quelle est sa distance. Donc dans ce système-là, vous n'avez jamais la vraie situation surface. Vous n'avez jamais l'image comme dans les films avec vous au milieu et puis on voit les bateaux mis précisément autour. Ça, c'est pas vrai pour un sous-marin. Donc du coup, se pose le problème pour moi, commandant, et puis pour mon équipage, c'est comment prendre la bonne décision. Donc, est-ce que je suis capable de faire le slalom entre les frégates pour aller chercher le porte-avions ? Comment prendre la bonne décision alors que je pars d'une situation qui est fausse ? Alors, les armes du sous-marin nucléaire d'attaque. Donc, nous n'avons pas d'armes nucléaires. Ceci dit, on travaille avec 4 types d'armes. Le premier, le plus connu, c'est la torpille, celle que vous voyez en haut à gauche. Alors, l'avantage de la torpille, il y en a 2. Le premier, c'est que la torpille, elle explose en dessous de la ligne de flottaison du bateau en face. Donc, comme elle explose en dessous, elle crée un trou dans la coque et le bateau en face coule. Donc, si vous voulez détruire, couler un groupe aéronaval, c'est aux sous-marins que vous devez faire appel. Il n'y a réellement que les sous-marins qui transportent des torpilles, parce que ce sont les seuls qui sont capables de s'approcher à portée de tir de torpilles. Donc, vous voulez détruire un groupe aéronaval, vous êtes obligé de faire appel à un sous-marin. Le deuxième avantage de la torpille, c'est qu'elle est filoguidée. Vous voyez physiquement là, le fil qui relie la torpille au sous-marin. Donc après, c'est un peu comme avec une Game Boy. Vous dites d'aller à droite, elle va à droite. Vous dites d'aller à gauche, elle va à gauche. Elle a des perceptions. Vous dites non, celui-là, tu ne l'attaques pas, c'est pas l'adversaire que je veux couler, mais tu iras sur le suivant. Donc ça donne comme une fiabilité dans l'effet de destruction que vous voulez donner. L'inconvénient, c'est que comme tout ce qui est dans le milieu aquatique, les portées sont forcément réduites, elles sont faibles. Donc ça nous oblige à nous approcher très près du but qu'on veut couler. Donc si on nous demande par exemple de couler que le porte-avions, mais pas son escorte de frégate, voilà, je vous le disais, il y a tout un slalom à faire entre les frégates et c'est pas facile là. La deuxième arme, c'est le missile. Vous voyez ici un missile SM-39. C'est le même missile, strictement le même missile que les bâtiments de surface, sauf qu'on l'a encapsulé dans une coque de torpille. On le tire en immersion. Il sort de l'eau. Il y a la coque torpille qui se sépare et derrière le missile qui part et qui va taper la cible. Alors, avantage, la portée est bien plus importante. Elle est 3 fois supérieure à celle de la torpille. L'inconvénient, c'est que si vous avez mal élaboré votre situation surface, vous avez rentré les éléments de tir, le missile il part, et puis il part sur un but qui n'est pas du tout là où vous pensez qu'il est. Donc votre tir il a échoué. Troisième type d'arme, les mines, en bas à gauche. Le sous-marin peut aller miner un port adverse en toute discrétion. Vous y envoyez un bâtiment de surface, il va se faire dézinguer. Vous y envoyez un sous-marin, on le fait discrètement. D'ailleurs, on peut très bien ne pas le faire, mais l'annoncer quand même. Il n'y aura personne pour aller vérifier. Et puis enfin, le quatrième type d'armes, ce sont les commandos. Alors, il y a les nageurs de combat qu'on peut mettre en œuvre par les tubes, mais il y a également ceux qu'on peut récupérer en raid en faisant surface quelques minutes. Il y a plein de modes d'action différents, mais nous sommes une arme très intéressante pour les commandos puisqu'on est physiquement capable de les déposer au plus proche de leur objectif en toute discrétion. Là aussi, ce que ne peut pas faire un bâtiment de surface. Alors, quelles sont nos missions ?
La première mission, je dirais, c'est la plus importante, en tout cas, c'est pas celle qui nous occupe le plus, mais c'est celle qui est la plus importante pour nous, c'est le soutien à la dissuasion et à nos SNLE. Donc je vous ai parlé des deux piliers, indépendance et crédibilité. On intervient dans ces deux piliers, l'indépendance technologique, l'indépendance pour les entraîner, l'indépendance pour les aider à se déployer. Quand on participe à un exercice, on a des alliés, mais on n'a pas d'amis en mer, donc on enregistre tout ce qui nous passe autour et les signatures, on les donne au SNLE pour enrichir leur base de données. Et puis la crédibilité, parce que si on montre qu'on est fort aux autres nations, il n'y a que nous qu'on peut exposer, on n'expose pas nos SNLE aux autres nations, on n'expose que les SNA, et si on est fort, on arrivera à améliorer la crédibilité de nos SNLE avec. La LAN, qu'on appelle la lutte anti-navire, ça c'est notre puissance de feu par les torpilles qui nous le donnent. Il faut bien vous imaginer qu'un porte-avions défendu par 3 frégates, il peut déjà se considérer comme mort face à un sous-marin comme le nôtre. C'est pas suffisant, c'est pas assez. Les commandos, je vous en ai parlé également, pouvoir les déposer au plus près de leur objectif pour éviter qu'ils aient des temps de ralliement ou des efforts pour aller à l'objectif qui soit trop grand. Ensuite, la lutte anti-sous-marine. Il n'y a rien de mieux qu'un sous-marin pour jouer au chat et à la souris avec un autre sous-marin. Vous avez quand même en haut, pour la petite explication, une image sonar. Donc vous avez en fait 3 bandes de fréquence ou 3 sites veillés. Mais les images sonars sont par essence quelque chose d'un peu compliqué à concevoir, puisque vous avez ici, par exemple, vous avez toute une ligne qui est l'axe dans lequel vous venez. Vous avez ici le nord, l'est, le sud. Et le sud, ensuite, il repart ici, sud, ouest, nord. Et ici, le temps présent et ici, le temps passé. Donc là, par exemple, vous avez un contact sous-marin. C'est un autre sous-marin. Donc il était il y a 10 minutes dans le nord. Et puis, temps présent, il est dans l'ouest. Donc voilà physiquement avec quoi il faut travailler. Et puis maintenant, vous devez me dire, rien qu'en regardant ça, à quelle route, vitesse et distance il est de vous. Voilà. Et puis enfin, la dernière mission, là, les opérations côtières, qui est celle qui nous occupe le plus en temps. C'est celle qui nous prend le plus de temps à l'heure actuelle, parce que c'est celle sur laquelle, celle qui compte pour nos hommes politiques à l'heure actuelle, puisque notre discrétion nous permet d'aller chercher du renseignement. Alors, du renseignement pour 2 raisons. La première, le sous-marin, en étant discret, permet de regarder une situation sans modifier le comportement adverse. Voilà, vous mettez un gendarme avec un beau gilet jaune fluo en plein milieu de la route avec les jumelles, vous allez tous respecter la limitation de vitesse. Maintenant, vous le mettez en treillis derrière un arbre, vous allez tous continuer à rouler et il va pouvoir mettre un maximum de PV. Nous, c'est un petit peu pareil. On observe sans être vu et par conséquent, on en déduit quel est le mode d'action, la façon de travailler, les habitudes de l'adversaire. Et puis, la deuxième raison, c'est pouvoir accéder à des zones, on va dire, interdites. Là où un pays adverse dirait « moi, ici, ce sont mes eaux, j'interdis à tout navire étranger d'y pénétrer parce que c'est ma souveraineté », le sous-marin, il y va, quoi. Pas vu, pas pris. Et on peut aller récupérer plus de renseignements que ce qu'on pourrait avoir par d'autres moyens. Puis enfin, il y a un troisième aspect, c'est qu'avec le nucléaire, là où une frégate, elle tourne avec ses moteurs diesel et est quasiment obligée d'aller en escale 1 semaine sur 2 pour faire le plein, nous, on reste un mois et demi sur zone. Donc il y a vraiment une continuité pour observer les habitudes adverses. Alors pourquoi 6 ? Pourquoi 6 sous-marins ? Alors le contrat opérationnel qui nous est fixé, il est ici. En fait, il est respecté, comme quoi c'est bien fait. Il est d'avoir en permanence un sous-marin nucléaire d'attaque en Atlantique, un sous-marin nucléaire d'attaque en permanence en Méditerranée, et la moitié de l'année, un en océan Indien. D'où le nombre de 2,5. En permanence, en patrouille opérationnelle à la mer. Donc, on part du potentiel, c'est-à-dire 6 sous-marins nucléaires d'attaque. Nous avons des maintenances majeures tous les 10 ans et ça dure 1 an et demi. Enfin, tout est démonté, désossé, inspecté, revérifié parce que l'eau de mer, ça agresse quand même. Les turbines remises à niveau. Donc quand vous faites 6 sous-marins avec 1 an et demi tous les 10 ans, vous avez quasiment déjà un sous-marin qui vous est condamné en maintenance majeure. Ensuite, on rentre ici dans le cycle normal du sous-marin. Voilà, les IE, indisponibilité pour entretien. Nos sous-marins font un cycle qui est très bien rodé. 4 mois de mer, 1 mois d'entretien. 4 mois de mer, 1 mois d'entretien. 4 mois de mer, 1 mois d'entretien. Voilà, donc quand vous tenez ce rythme avec les 5 autres, vous avez forcément quelques recouvrements.
et vous tombez à 3,5 sous-marins. Alors ensuite, il y a les IA, indisponibilité sur aléa. Autrement dire, c'est quand il y a un pépin. Donc quand ça ne tourne plus comme ça devrait tourner, ça arrive parfois. Ils ne sortent pas tous d'entretien à l'heure, ou on ne sort pas tous d'entretien dans un bon état. Des fois, ça claque à la mer. Donc ça représente 20%, et c'est forcément un chiffre qui est en augmentation avec le nombre d'années d'utilisation et les machines vieillissantes. Et puis enfin, il y a toute une période, donc on tombe sur 3 sous-marins. Donc ces 3 sous-marins, en fait, ils sont en permanence à la mer. Dès qu'on est prêt, on part en mer. Donc 3 sous-marins à la mer, et vous avez une période d'entraînement et de qualification à la mer qui dure en général 3 semaines, dans lesquelles on a une division d'entraînement qui vient à bord, physiquement, à chaque cycle, et pendant 3 semaines, elle nous entraîne. Lutte contre les incendies, lutte contre les voies d'eau, lutte anti-navire contre des frégates, lutte anti-sous-marine contre d'autres sous-marins. Bref, on repasse toutes nos qualifications à chaque patrouille, et puis on nous dit si on est apte à faire la mission ou pas. Et donc ça nous coûte du coup 0,5 sous-marins. Alors, à quoi ressemblent les sous-marins de type Ruby? Alors, ils sont, on va dire schématiquement, séparés en 4 tranches. La tranche A dans laquelle vous avez la propulsion et l'électricité. La tranche B dans laquelle il y a le réacteur nucléaire et la vapeur associée, donc les alternateurs, les réducteurs qui vont avec. La tranche C dans laquelle il y a les locaux-vie et le poste de conduite des opérations. Et puis enfin la tranche D dans laquelle il y a les armes. Alors pour la petite histoire, le compartimentage des bâtiments de surface se fait à l'inverse. La tranche A commence à l'avant, et puis on va dans l'ordre alphabétique vers l'arrière. Les sous-marins, nous, on fait dans l'autre sens. Voilà. Alors, j'ai plusieurs diapositives pour vous parler de comment fonctionne un sous-marin. Elles ont pour vertu de vous montrer qu'à bord, rien n'est anodin. Enfin, il n'y a aucun geste de la vie quotidienne qui ne soit anodin à bord d'un sous-marin. Et puis aussi, ça aura une autre vertu, c'est de vous montrer que le sous-marin nucléaire a sa puissance grâce au nucléaire, mais que le nucléaire n'est qu'un système parmi tant d'autres. En tout cas, qu'un souci parmi tant d'autres, puisqu'il faut pouvoir durer. Donc, notre premier souci, c'est le poids. Parce que nous naviguons dans une eau avec une certaine densité et qu'il y a 2 forces qui s'exercent. Notre poids vers le bas, et puis la poussée d'Archimède vers le haut, qui correspond, on prend le volume du sous-marin, on convertit ça en poids de l'eau dans laquelle il évolue, et puis ça nous donne la poussée d'Archimède vers le haut. Donc il faut contrer les deux. C'est-à-dire que globalement, le sous-marin il doit avoir la même densité que l'eau dans laquelle il évolue. Alors, ce n'est pas anodin pour 2 raisons. La première, c'est que quand vous passez d'une eau méditerranéenne à une eau atlantique, vous passez d'une eau qui a une grosse salinité à une eau qui a une salinité plus faible. Donc, vous n'avez plus la même poussée d'Archimède. Et vous devez pomper ou admettre des quantités qui sont quand même assez énormes, c'est de l'ordre de 3 à 4 tonnes, pour faire en sorte de garder l'équilibre avec le milieu dans lequel vous êtes. Un autre exemple, si vous êtes par exemple à 50 mètres d'immersion, votre coque, elle est dans son état, vous êtes bien pesé, vous êtes à l'équilibre avec le milieu environnant. D'ailleurs, vous avez pris soin de tendre une petite corde entre chaque bout du sous-marin de la coque. Et là, vous descendez à 300 mètres. Et quand vous descendez à 300 mètres, vous mettez 30 barres de pression de partout qui s'exercent sur la coque. Et donc, la coque, elle se contracte. Comme elle se contracte, elle fait moins de volume. Vous avez toujours le même poids vers le bas, mais vous avez moins de volume. D'ailleurs, vous verrez le petit câble que vous avez tendu, il va se mettre à fléchir. La preuve que la coque s'est bien contractée. Donc toujours le même poids vers le bas, mais pas le même volume, donc pas la même poussée d'Archimède vers le haut, donc qui est du coup réduite puisque le volume est plus petit. Donc c'est un équilibre qui est instable. Par essence, c'est instable. Donc si vous commencez à couler, vous allez couler de plus en plus vite, si vous ne rectifiez pas la pesée du sous-marin. C'est aussi un vrai problème dès la conception. À titre d'exemple, les Espagnols sont en train de construire un type de sous-marin qui s'appelle les S-80. Ils se sont plantés dans le devis de poids et ils sont obligés de découper, de tronçonner leur coque. Là, ici, ils sont obligés de physiquement la couper en 2 et de rajouter quasiment 7 mètres, un tronçon supplémentaire, parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur calcul à prévoir ça correctement. Et forcément, découper une coque épaisse et aller la rafistoler, c'est un savoir-faire qu'ils n'ont pas non plus, et donc ils font appel aux Américains. Donc vous voyez un peu, c'est pour vous un peu mieux vous imaginer sur des problèmes très simples, la technologie qui est mise en œuvre et le savoir-faire français. Pour l'énergie nucléaire, je ne vais pas trop revenir dessus, vous savez comment ça marche.
Mais la compacité est un véritable problème. Donc, nos réacteurs sont des réacteurs à eau pressurisée, avec ici le circuit primaire et directement au-dessus le générateur de vapeur. Ce qui nous permet même, si besoin est, de fonctionner en circulation naturelle, c'est-à-dire plus besoin de pompe. Naturellement, la chaleur produite dans le cœur va échanger, donc l'eau chaude au milieu, échange ses calories avec le circuit secondaire, puis l'eau froide redescend sur les côtés, et ça crée comme ça une circulation naturelle. Donc on peut fonctionner si besoin. Bien sûr, on ne peut pas atteindre les vitesses maximales sans une circulation forcée. Derrière le réacteur, 2 boucles qui sont totalement indépendantes. Donc le seul point commun du sous-marin, c'est le réacteur. Et puis derrière, vous avez 2 circuits vapeur, un bâbord, un tribord, avec chacun ici son réducteur, et puis de brancher dessus un alternateur pour l'électricité et un alternateur pour la propulsion. Donc derrière, tout est doublé. Les moteurs sont doublés, les lampes sont doublées, c'est-à-dire que si vous perdez un bord électrique, vous allez avoir une ampoule sur 2 qui va s'éteindre, mais quand même une ampoule sur 2 qui va rester fonctionnelle, et puis il n'y a plus qu'à rajouter une traverse au milieu et vous réalimentez tout. Respirer n'est pas une chose anodine, parce que la coque dans laquelle on vit sous l'eau, elle est forcément résistante à la pression d'immersion, mais elle est aussi complètement étanche. Donc elle est aussi étanche à l'air, c'est-à-dire que l'air que vous respirez au bout d'un mois, c'est l'air avec lequel vous êtes parti. Donc ça va poser plusieurs problèmes. Enfin, ça pose essentiellement 3 problèmes. Le premier, c'est de réalimenter en oxygène le bord, puisqu'on respire. Donc pour ça, alors c'est sur l'image, c'est cette usine qui est ici. Enfin, là, c'est juste le panneau de contrôle. On va utiliser l'eau de mer. L'eau de mer, c'est H2O, et par une électrolyse, on va séparer l'hydrogène de l'oxygène. L'hydrogène, on va le rejeter à l'extérieur, et l'oxygène, on va l'envoyer à l'intérieur pour respirer. Il y a une deuxième fonction qui est celle de régénérer l'atmosphère, c'est-à-dire d'aller piéger tous les polluants que l'on rejette en respirant, c'est-à-dire monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, et ainsi de suite. Donc on utilise toute une série de filtres et de tamis, c'est cette usine-là, pour aller piéger ces polluants. Alors bien sûr, les usines ne filtrent pas tous les polluants, et on a une liste de produits embarquables à bord. Typiquement, on ne prend pas de bombe qui contient des aérosols, parce que les aérosols, on ne sait pas les filtrer, et puis surtout quand elles passent dans les usines, ça dégrade la qualité des usines. Donc pas de bombe de déodorant, pas de bombe de mousse à raser, par exemple. Il n'y a pas non plus de solvant, il n'y a pas de peinture, enfin, tout un tas de produits qu'on ne doit pas embarquer à bord d'un sous-marin. Et puis la troisième fonction, c'est celle d'aller récupérer l'air vicié de tous les compartiments et d'aller alimenter les compartiments par l'air qui a été régénéré. Le tout en garantissant qu'il n'y ait pas de zone morte où pourraient s'accumuler des poches de gaz. Donc il y a toute une carte des vents du sous-marin qui est faite pour s'assurer qu'il n'y a pas de zone morte et que l'air frais va bien partout et qu'on récupère bien l'ensemble de l'air vicié. Donc vous voyez, le simple fait de respirer, ce n'est pas anodin. Manger, alors c'est pour le français bien sûr très important, mais c'est aussi notre seule limite. Alors du coup ça devient un sujet de préoccupation, non pas que pour la qualité, mais aussi pour la quantité, puisqu'il faut pouvoir durer. Notre seule limite, je le redis, notre seule limite physique, c'est la quantité de nourriture qu'on peut embarquer à bord. Donc on mange du frais, comme vous voyez dans les cagettes, les 2 premières semaines, et puis après, les boîtes de conserve, on arrive, maintenant on fait des choses très bien en boîte de conserve et en congelé. Donc l'autonomie, elle est de l'ordre de 2 mois. On peut aller jusqu'à 2 mois s'il faut. Donc concrètement, le rythme qu'on adopte en mer sur les 4 mois de navigation, c'est 1 mois de mer, 5 jours d'escale, 1 mois de mer, 5 jours d'escale. De cette façon-là, on a toujours la petite marche sous le pied si jamais il faut durer plus longtemps pour une raison opérationnelle. Bon, vous voyez dans quelles conditions le cuisinier travaille, hein, pour 75 personnes. Alors, dormir. Donc vous avez à gauche un exemple de chambre. Ça fait très wagon SNCF. Mais c'est wagon SNCF pendant 4 mois. Alors forcément, quand on veut recruter des jeunes pour leur dire de venir en force sous-marine, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Parce que si vous leur dites « venez chez nous », vous allez vivre dans un train couchette pendant 4 mois. Les ondes ne passant pas sous l'eau, vous n'aurez pas Internet, vous n'aurez pas la Wi-Fi, vous n'aurez pas la télé, vous n'aurez rien de tout ça. On n'est pas prêt de recruter. Ceci dit, comme il n'y a pas de vie privée possible, c'est ce qui fait aussi qu'à bord de nos sous-marins, il y a un esprit d'équipage qui est véritablement exceptionnel. Il n'y a pas de vie privée, donc on partage plus que du travail. On ne rentre pas le soir à la maison en disant
c'est bon, j'ai fini ma journée, j'oublie tout et au moins à la maison je serai bien. Là, il n'y a pas de maison possible. Il n'y a même pas de coin pour s'isoler. Donc, il y a un esprit d'équipage. On échange plus. On arrive à nouer de réelles amitiés. Et puis, quand il y a quelqu'un qui n'a pas le moral, il le dit et il y a toujours quelqu'un pour lui tendre la main. Et puis, c'est cyclique. Donc, quand on va bien, on tend la main à quelqu'un qui va moins bien, qui a un coup de blues, parce qu'on sait que l'inverse arrivera forcément au cours de la patrouille. Alors, le rythme d'un équipage. Un équipage, c'est 75 personnes, mais chacun de nos sous-marins est équipé de 2 équipages. Un équipage bleu et un équipage rouge qui n'a rien à voir. Moi, je commande le Casabianca, équipage bleu, et donc j'ai un alter ego qui commande l'équipage rouge. Alors, pour le sous-marin, le rythme, il est simple, c'est 4 mois de mer. On a dit 4 mois de mer, 1 mois d'entretien, 4 mois de mer, 1 mois d'entretien. Et puis, en fait, les 2 équipages, ils alternent pour que ça reste vivable à l'échelle humaine. Alors, le mois d'entretien, vous le trouvez ici. L'équipage bleu est en charge. Il prend pour 1 mois d'entretien. L'équipage rouge, qui lui revient de mer, va lui apporter son soutien pendant le mois d'entretien. Et ça permet de travailler en 2-8, tout simplement. Derrière, vous avez la période de qualification qui dure 3 semaines. Puis derrière, le cycle opérationnel qui, suivant les cycles, dure entre 12 et 18 semaines à peu près. Et puis ensuite, on revient pour la période d'entretien, mais cette fois, on soutient l'autre équipage qui va prendre en charge. Pendant ce temps-là, l'équipage rouge, lui, il nous a apporté son soutien pendant le mois d'entretien. Derrière, il va partir en permission. Donc ça veut dire que les permissions, elles tombent quand elles tombent. Pour moi, ma dernière période de permission, c'était entre les vacances de février et de Pâques, c'est-à-dire 0 semaine avec mes enfants. Voilà, cette semaine, c'était pile poil la période de pas de vacances scolaires. C'est comme ça. Et puis ensuite, une période d'entraînement sur simulateur où on repart à 0 en termes de qualification. Il nous faut reprouver qu'on est capable de partir en mer. Donc moi, j'en suis à ma 14e patrouille, donc ça fait 14 patrouilles où à chaque fois, je serre les dents pour savoir si je vais partir en mer ou pas, si je suis au niveau ou pas. Voilà. Et ensuite, derrière, les bleus reviennent de mer, les rouges prennent en charge le sous-marin et conduisent leur période d'entretien avec le soutien des bleus. Et le sous-marin ne s'arrête jamais jusqu'à sa période d'entretien majeur, tous les 10 ans. Donc ça fait 6 sous-marins nucléaires d'attaque et donc 10 équipages, puisque le sous-marin qui est en maintenance majeure n'a pas d'équipage. Alors c'est aussi une petite ville qui s'en va en mer, puisqu'il faut tous les corps de métier à bord. Il faut pouvoir vivre à bord, donc vous retrouvez quasiment tous les corps de métier. Et comme il y a toutes les technologies présentes à bord, eh bien forcément, ça fait une trentaine de métiers différents à coordonner. Alors vous avez ici, c'est le barreur, celui qui conduit le sous-marin. Vous voyez, ça se pilote comme un avion, on pousse pour descendre, on tire pour monter. La seule chose, c'est qu'on ne fait pas encore des loopings avec, mais ça se conduit de la même façon. Ici, vous avez ceux qui sont en charge de l'élaboration, les spécialistes des sonars, donc ceux qui écoutent les bruits sous la mer, mais aussi ici des électriciens, électroniciens, des pompiers, on est tous un peu pompiers, du mécanicien. Ici, c'est un chimiste pour vérifier la qualité de l'eau primaire, de l'eau secondaire, mais aussi si l'eau qu'on produit elle est potable pour notre consommation personnelle. Bref, c'est une trentaine de métiers. Voilà. Du cuisinier au torpilleur, du sonar au radar, de l'atome à la mécanique de base. Vous avez tout un tas de corps de métiers différents. Et c'est extrêmement stimulant que de réussir à faire travailler tous ces gens qui ont des préoccupations très différentes dans un seul but commun, qui est de réussir une opération. Alors, je vous disais qu'on avait 2 cerveaux. Ici, on va un peu mieux comprendre comment la vie est physiquement organisée à bord. Le sous-marin ne s'arrête jamais parce qu'il conduit des opérations. Donc on a un système de 3 équipes en transit et puis qu'on réduit à 2 équipes puisque les équipes sont plus grosses dès qu'on est en rythme d'opération. Donc 3 équipes qui se relayent toutes les 4 heures en transit et en opération, ce sont 2 équipes qui se relayent toutes les 6 heures. Donc le commandant, bien sûr, et puis ensuite il a un officier qui le représente, qui s'appelle le chef du quart, qui a la main sur 3 équipes. Une équipe centrale opération, qui s'occupe de la conduite des opérations. C'est l'ambiance bleutée que vous voyez devant toutes les images sonars. Donc les préoccupations du monde extérieur, où sont les frégates adverses, où est-ce que je suis, par où je vais me faufiler, comment je récupère le renseignement.
Ensuite, il a la main sur une deuxième équipe qui sont les atomiciens. Vous les avez ici sur leur poste de conduite, qui, eux, s'occupent de gérer le réacteur, l'alimentation électrique, la propulsion. Donc nos atomiciens. Et puis, enfin, le maître de centrale, c'est l'ambiance un peu plus jaune que vous voyez, dont les préoccupations est la surveillance de la vie à l'intérieur du bateau et le pilotage du sous-marin. Le poste de pilotage, il est physiquement ici. Donc, quelle est ma route, ma vitesse, mon immersion? Est-ce que je suis bien pesé? Est-ce que les paramètres atmosphériques sont bons? Vous voyez les trois équipes qui se relayent tout le temps. Donc, ça vous fait une vingtaine de personnes qui travaillent en permanence. Et puis, on a un deuxième souci, c'est le souci organique. Donc, c'est exactement la même séparation que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des armées. Moi, à bord, j'ai les deux mêmes soucis. Faire en sorte que les opérations en temps réel soient bien conduites. Et puis, un deuxième souci qui est faire en sorte que mon matériel il reste disponible. Et donc, une fois que les opérateurs ils ont fini leur quart, eh bien, ils vont aller entretenir les installations dont ils ont la responsabilité. Donc, ça fait un rythme qui est assez prenant, assez usant. Il y a des choses qu'on peut faire pendant l'écart, mais il y a des choses qu'on ne peut faire qu'après l'écart. Donc après le quart, une fois que le quart de 4 heures il est fini, en général, ils vont aller voir si leur pompe elle est bien bichonnée, si tout marche bien, si elle brille, si elle est bien huilée, et si tout va bien se passer. Donc là-dessus, 3 préoccupations qui correspondent à mes 3 commandants adjoints. Donc mon commandant en second qui, lui, se charge de la partie commissariat, donc le cuisinier, l'infirmier, et donc du moral en général à bord. Le commandant adjoint de navire, qu'on appelle aussi le chef machine, qui lui s'occupe de toutes les installations, on va dire, un peu plus mécaniques, le réacteur, la propulsion, tous les auxiliaires. Et puis enfin, mon commandant adjoint opération, qui lui s'occupe de tout le matériel de détection sous-marine, de détection au-dessus de la surface, les armes, les transmissions, la navigation, tout ce qui est un peu plus, tous les systèmes qui ont trait aux opérations en fait. Donc voilà, ça fait un rythme assez usant à la mer. Alors l'avenir. L'avenir, on l'attend avec impatience. Il s'appelle le Barracuda. C'est la prochaine génération de sous-marins nucléaires d'attaque. Le premier est quasiment terminé en construction à Cherbourg. Et on devrait le voir arriver dans le port de Toulon en 2017. Alors il devrait nous apporter 2 améliorations majeures. Donc, les mêmes capacités qu'avant, il sera 2 fois plus gros. On va passer de sous-marins type Ruby de 2500 tonnes à des Barracuda qui en font 5000. Toutefois, ça restera encore les plus petits sous-marins nucléaires d'attaque du monde. Vous avez donc 2 améliorations majeures. La première sera la possibilité de mettre ici un gros coffre à l'arrière dédié aux opérations spéciales. Donc on ne les aura pas à toutes les missions. Vous voyez la place que ça représente à l'intérieur. Dedans, on pourra y mettre les nageurs de combat, mais cette fois, ils ne seront pas obligés de sortir par les tubes empalement. Ils vont pouvoir avoir un énorme espace de stockage et ils vont pouvoir mettre leurs mini-sous-marins un peu comme Tintin. Les mêmes mini-sous-marins, pas en noir bien sûr, pas en jaune, mais au moins ça leur donnera un rayon d'action beaucoup plus long et ça leur permettra de s'économiser pour les vraies missions qu'ils auront à faire quand ils arriveront sur leur tête d'opération. Et puis enfin, la deuxième amélioration, c'est le missile de croisière navale, c'est-à-dire l'équivalent des Tomahawk américains, c'est-à-dire la capacité à aller frapper un objectif à terre. Voilà, j'en ai fini avec la présentation générale. Mon objectif était vraiment de vous montrer qu'à bord des sous-marins, on vit 3 aventures, et 3 aventures qui sont absolument exceptionnelles. Une aventure opérationnelle, parce qu'on fait des missions qui sont hors du commun, qu'on ne dit pas beaucoup. Ces missions, on les mène, mais je ne vous ai pas dit sur quel théâtre, bien évidemment. Quand je vous dis qu'on rentre dans des zones interdites, je ne vais pas vous dire lesquelles, bien évidemment. Mais en tout cas, en termes d'opérations, on mène des opérations absolument hors du commun. Sur le plan humain, on vit une aventure humaine qui est forte, puisque vous imaginez que 75 mecs dans l'équivalent de 100 mètres carrés, c'est mieux que toutes les émissions de télé-réalité au bout de 4 mois. Sauf que moi, je n'en sors pas, je ne les sors pas au fur et à mesure. Et puis enfin, on vit une aventure technologique fabuleuse, puisqu'on sent qu'on est l'héritier de toute une histoire française qui parfois s'est inscrite dans la douleur. On a perdu pas mal de sous-marins dans les années passées, il y a longtemps. Et on sent qu'on s'inscrit dans toute cette histoire et toutes les technologies sont présentes à bord. Vous avez bien sûr de l'optronique, de l'acoustique, du nucléaire, de la vapeur, du moteur diesel, des batteries, du courant alternatif continu, force faible. Enfin, vous avez de quoi satisfaire la curiosité de tous les plus grands scientifiques. Et avec les sous-marins, et en particulier les SNLE, vous avez construit ce qui est humainement le plus difficile de faire. Les fusées spatiales,
Il y a pas mal de pays qui savent en faire maintenant, mais des SNLE, vous l'avez vu, il n'y a que 3 pays au monde. Donc on atteint véritablement les limites de ce que l'esprit humain est capable d'inventer. Et en tout cas, moi, c'est un très grand motif de fierté. Les Français en font partie. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, commandant Alexandre Tachon. Ça nous a ouvert des horizons, mais au moins là, ça nous a... Pardon ? Ouais. Il n'est pas branché, j'ai l'impression. Voilà, c'est ouvert aux questions. Alors, c'est ouvert, non, je vais poser la première. Parce que ça me donne un droit d'être là. Voilà, jusqu'à quelle profondeur vous pouvez descendre et comment vous pouvez éviter les récifs? Alors, les sous-marins nucléaires d'attaque descendent à 300 mètres. Ça, c'est pas une donnée classifiée, donc j'ai le droit de vous la donner. Par contre, les SNLE, je n'ai pas le droit de vous dire jusqu'à combien ils descendent. En tout cas, c'est plus profond que ça. 300 mètres, ça reste quand même 30 bars de pression qui s'exercent de partout. Alors, physiquement, on ne le voit pas, puisqu'il n'y a pas de hublot. Donc, ça reste juste un chiffre sur un cadran, parmi d'autres chiffres sur d'autres cadrans. Mais ça, vous êtes assez sensibilisé au danger, puisque les réacteurs nucléaires, c'est pareil. Ça reste des chiffres sur des cadrans. Et on ne mesure pas, en tout cas physiquement, on n'a pas la sensation du danger dans lequel on vit. C'est pour ça que c'est un métier qui est formidable. D'être à la tête d'un sous-marin, vous avez un réacteur nucléaire 10 mètres derrière, 3 tonnes de TNT 10 mètres devant, 300 mètres d'eau au-dessus de la figure, 30 barres de pression tout autour, 2000 mètres de fond en dessous, et vous emmenez ça à des endroits et au milieu de personnes qui ne veulent pas que vous soyez là. Donc ça reste un métier très stimulant. En tout cas, c'est 300 mètres l'immersion. Et les récifs, comment vous les... Parce que quand vous sortez de l'île Longue, c'est plein de récifs par là. Oui, alors l'immersion, justement, il n'y a pas de hublot, parce que ça ne sert à rien, la lumière ne se propage pas dans l'eau non plus. Il n'y a pas très peu de sonars actifs, donc pas moyen de les détecter. Donc on navigue, on développe tout un tas de navigations à l'ancienne, on utilise des cartes sur lesquelles les fonds sont répertoriés, et on sait qu'avec des sondeurs, quand on a franchi par exemple l'isobate qui est marqué sur la carte, la ligne de sonde des 500 mètres, on sait qu'on est physiquement quelque part par là. Mais effectivement, on navigue avec une incertitude qu'on essaye de réduire par différents procédés. Alors il y a des procédés qui sont assez techniques, je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais ça reste un danger. C'est un danger, et d'ailleurs, il y a l'un d'entre nous, il y a déjà quelques années de ça, une dizaine d'années, qui a frôlé la falaise, le rubis. Donc c'est pas quelque chose de facile. D'autres questions? Oui, autre question, toujours. La vitesse maxi de sous-marins en profondeur, enfin quand ils sont... On est entre 20 et 25 nœuds, à peu près. Alors, convertir des nœuds en kilomètres-heure, ça pose des problèmes. Par 1,8, non? C'est ça, 1,8. Mais aussi bien sous-marin lançant engin que... Ah, les SNLE, ils peuvent aller encore un peu plus vite. Plus vite. Ils peuvent aller un peu plus vite. Mais plus vous allez vite, plus vous faites de bruit. Donc, quand vous êtes en mode pistage d'un autre sous-marin, l'objectif, c'est de réduire la vitesse pour déplacer le moins d'eau possible et faire le moins de bruit possible. Et l'autre question, vous avez du combustible nucléaire, c'est de l'uranium enrichi. Enfin, oui. Actuellement, d'où il provient cet uranium enrichi? Il provient essentiellement d'Afrique, c'est les mêmes filières d'approvisionnement que les vôtres. Enrichi, hein? Ah ben, enrichi, il est enrichi pas loin. Il est enrichi pas loin d'ici. Il est enrichi en France, mais l'uranium, à la base, il provient essentiellement des mines d'Afrique. Vu la difficulté de positionnement, puis vous n'avez pas de GPS, j'ai du mal à comprendre comment les missiles balistiques peuvent atteindre des cibles très précises si le point de départ n'est pas précis. Alors effectivement, la précision du point de départ conditionne la portée. Elle conditionne la portée des missiles balistiques à juste titre, mais dans le futur, les missiles de croisière navale, celui qui va aller frapper un objectif à terre, sa portée est aussi conditionnée par la précision du point de départ. Eh bien, derrière, ce sont des systèmes qui sont quand même intelligents, c'est-à-dire que vous avez le point de départ, puis derrière, l'incertitude augmente. Et à chaque fois qu'on revient prendre les ordres, par exemple, à l'immersion périscopique, sur le périscope, on a branché un petit GPS. Et ce point GPS, il est injecté dans le système. Donc le système dit, moi, je pense être là. Le point GPS me dit que je suis là. Donc d'abord, je vais commencer par me recaler. Ensuite, j'avais une incertitude que j'estimais comme ça. Je vais pouvoir la réduire momentanément. Puis après, elle va réaugmenter au fil du temps. Et puis le système, il est intelligent, il dit j'en déduis que j'ai plutôt une tendance à dériver de cette manière-là et je vais essayer de la compenser dans les heures suivantes. Donc plus le système navigue, plus il va être précis. Et puis au moment du lancement, un peu avant le lancement, on effectuera plusieurs recalages pour que le système se voie le plus précis possible.
Oui, une question concernant l'évacuation de la chaleur, parce que ça peut présenter, surtout si vous montez un peu trop près de la surface, il faut bien évacuer la chaleur résiduelle des réacteurs qui ont un rendement qui est ce qu'il est. Et donc, comment peut être géré ce problème d'évacuation? Il ne faut pas être trop visible à ce moment-là. Alors, Parce que même s'il y a beaucoup d'eau autour, s'il y a beaucoup d'énergie à évacuer... Oui, mais alors, le réacteur, il fait 48 MW, un réacteur de sous-marin nucléaire d'attaque. C'est pas non plus, on n'est pas du tout dans la même échelle que les réacteurs EDF. Donc il n'y a pas grand-chose. Ensuite, effectivement, on a l'eau qui est une source froide. Enfin, on vit dedans la source froide. Donc c'est pas ça qui manque. Mais ce qu'il faut bien voir, vous parlez plutôt peut-être de contre-détection thermique. C'est ça qui vous inquiète. Alors la contre-détection thermique, déjà, dès que vous êtes à 20 ou 30 mètres, vous avez un matelas suffisamment confortable de contre-détection thermique. Et puis ensuite, si jamais vous avez l'idée de nous chercher avec un satellite, là, c'est l'immensité des zones qui va jouer. Le satellite, il n'est pas capable de balayer des zones immenses d'un seul coup. Il fait des bandes les unes après les autres. Et aller chercher un sous-marin dans 50 fois l'Europe, un tout petit point de chaleur, c'est introuvable. Donc c'est actuellement pas du tout à l'ordre du jour. Oui. De toute façon, que j'ai affaire à des scientifiques, c'est surtout des... Parce que suivant les publics, il y a des questions, je vous ai parlé des 3 aventures, des fois il y a des questions plutôt comment ça marche, donc on voit les esprits scientifiques. Il y a des questions des fois plus humaines, c'est quand je fais des gens qui sont un peu plus artistiques. Et puis après, il y a des questions, mais à quoi vous servez? Au moins, je vois tout de suite, on est plutôt chez des scientifiques aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt une question stratégique, en fait. Ouais. Vous avez parlé de l'importance de la compacité dans les sous-marins. Et en fait, je voudrais savoir quel était l'intérêt d'avoir 16 missiles et 6 têtes nucléaires par missile, alors qu'on pourrait très bien avoir, je sais pas, 4 missiles et quelques têtes nucléaires plus importantes de quelques mégatonnes, en fait. Alors, en fait, c'est même pas une question stratégique, ça devient une question politique. C'est-à-dire que là, je dirais, le militaire, il est plus capable de vous répondre. On a une politique de dissuasion en France qui est basée effectivement sur la juste suffisance de nos moyens. C'est-à-dire qu'on estime avoir une quantité suffisante, mais pas plus. On estime donc qu'on n'a pas de marge. Mais la décision, c'est pas celle du militaire. Effectivement, je vous dis, on a un peu plus de 500 fois Hiroshima. Est-ce que notre dissuasion, elle serait moins crédible si au lieu d'avoir 16 missiles, on en avait 14? Si au lieu d'avoir 500 fois Hiroshima, on n'avait que 400? Est-ce qu'on serait moins crédible? Ça dépend de l'appréciation de la situation géopolitique par l'homme politique. C'est-à-dire que là, moi, je peux même plus vous répondre. C'est vraiment l'homme politique qui décide que ça, c'est crédible et que s'il va en dessous, il ne le sera plus. C'est vraiment binaire, hein, la crédibilité. C'est soit vous l'êtes pas. C'est soit on vous prend au sérieux, soit on vous prend pour un guignol. Donc, à partir de quand vous passez pour un pantin, je ne saurais pas vous dire. Mais ça, c'est vraiment une appréciation de la situation par l'homme politique. Il y avait une question là. Que se passe-t-il en cas de défaillance à la chaudière nucléaire? Alors, en cas de défaillance de la chaufferie nucléaire, nous retournons en mode sous-marin diesel. C'est-à-dire que physiquement, il y a une énorme batterie qui est passée en dessous de la cafétéria. D'ailleurs, on mange tous au-dessus de la batterie. Donc si jamais le réacteur s'arrête, puisque c'est effectivement le point commun de l'énergie, c'est le réacteur, avec la batterie, on est capable encore d'avoir un peu de propulsion pendant pas longtemps, mais en tout cas suffisamment pour remonter dans de bonnes conditions, à petite vitesse. Et puis une fois qu'on arrive là-haut, on a encore aussi un moteur diesel. Donc on retourne en mode sous-marin diesel et on peut continuer. Voilà. Le sous-marin et le bruit. Bon, j'ai visité la Cité de la Mer, c'est remarquable à Cherbourg, puis on visite le sous-marin redoutable. Ça, c'est un lieu qui est fantastique. Par contre, le problème du son au fond de l'eau et le problème des sonars, est-ce que 2 sous-marins qui sont tout à fait dans le silence ne peuvent pas se rencontrer par hasard, un type d'accident comme ça? Alors, l'histoire vous donne forcément raison, puisqu'il y a quelques années, il y a un SNLE français et un SNLE britannique qui se sont rentrés dedans, puisque les lieux ont fait que. Le son dans l'eau, c'est là aussi, je pourrais presque vous faire une conférence sur le sujet. Le problème du son, le son, c'est ce qui se propage le mieux dans l'eau, donc mieux que l'optique et mieux que l'électromagnétique. Ceci dit, le son ne se propage pas en ligne droite dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il plonge, où il remonte, et donc vous pouvez avoir
des bateaux qui sont très loin et que vous entendez tellement fort qu'ils vous saturent le casque quand vous l'écoutez, et à l'inverse, des bateaux qui sont juste à côté et que vous n'entendez pas du tout. Mais pas du tout parce que vos sonars sont pas bons, c'est pas du tout parce que géométriquement, l'onde qu'il émet ne vient pas à vous. Et donc ça crée, là aussi, pas mal d'incertitudes. À chaque fois qu'on est en immersion et qu'on remonte donc en immersion profonde, vous pouvez vous dire, tous les bateaux de surface, ils me passent au-dessus, j'en ai rien à faire. Par contre, quand vous remontez à l'immersion périscopique, là, vous pouvez potentiellement vous prendre un bateau qui vienne vous découper en deux. D'ailleurs, ça s'est produit cette année en Argentine, non, au Chili, pardon. Il y a une frégate qui a découpé en deux un de leurs sous-marins parce que c'était comme ça. Ça peut se produire. Donc c'est une décision, il n'y a que moi qui la prends. C'est pour vous dire à peu près le niveau d'importance qu'on considère. Mais oui, le son ne se propage pas dans l'eau, il y a des trous de détection, et c'est géométrique, et on n'y peut rien. Donc ça rajoute encore à l'incertitude qu'on a sur la situation. Il y a une part de danger, ou voire il y a une part de chance, peut-être. Oui, votre chaudière nucléaire, elle produit des effluents liquides et gazeux. Vous avez une capacité à en stocker une partie, ou est-ce que vous les relâchez dans la dilution? Et dans ce cas, est-ce que vous pouvez vous faire repérer par les satellites? Alors, on fonctionne quand même en circuit fermé, c'est-à-dire que le circuit primaire, c'est un circuit totalement fermé. Ensuite, le circuit secondaire, lui, il part en vapeur, et les circuits vapeur sont jamais parfaitement, strictement étanches. Mais le circuit secondaire, il n'est pas censé avoir d'activité, celui-là. Donc, moi, j'ai encore, de ma vie, jamais rejeté quoi que ce soit à l'extérieur. Alors, dans les phases de maintenance, oui, on a des caisses à effluents sur le quai opérées par l'industriel, parce que quand on descend en arrêt froid ou qu'on remonte en arrêt chaud, comme on est dans un circuit fermé, ça se dilate avec la descente en arrêt froid, donc il y a des effluents liquides et gazeux à faire, mais quand on est en fonctionnement à la mer, c'est un circuit qui est purement fermé, qui marche toujours quasiment au même point de fonctionnement, et donc il n'y a pas de rejet. On a quand même des caisses au cas où, mais ça ne sert pas. Ça sert. Moi, je vais continuer, je vais reposer une question, je vais utiliser mon privilège. Ça sent quoi dans un sous-marin nucléaire ? Alors, quand vous êtes parti avec l'équipage, ça ne sent rien. Par contre, quand vous venez au bout de 4 mois de l'extérieur, ça sent. Non, mais c'est vrai, moi, la première chose que me dit ma femme quand je reviens à la maison, elle ne me dit pas je t'aime, elle me dit tu pues, va te laver. C'est certain. Et qu'est-ce que vous faites des effluents humains et des autres effluents? Ils partent en mer, Alors, je ne voulais pas forcément revenir à ce point-là, parce que ce n'est pas le point le plus romantique, mais effectivement, si vous concevez qu'on ne peut pas tirer la chasse d'eau avec 30 bars de contre-pression de l'autre côté. Ce ne serait pas facile. Donc en fait, à l'intérieur, on a d'énormes bonbonnes. Et quand on tire la chasse d'eau, ça va dans ces bonbonnes. Et une fois qu'elles sont remplies, en fait, avec un sectionnement, on isole en haut, on gonfle à l'air sous pression, on ouvre en bas et ça va à l'extérieur. D'accord. Et après, on referme en bas et puis on réouvre en haut. Et ça va au fond de la mer, quoi. Exactement. Tout à fait. Oui, un sous-marin, par définition, il se veut discret. Oui. Et donc, mais par contre, il produit du bruit, oui, soit par ses hélices, soit par simplement le frottement de l'eau contre la... Oui, ou par les machines tournantes à l'intérieur aussi. Oui. Donc j'imagine que dans la conception, au départ, c'est un point qui est très important. Oui. Et je pense, pour avoir lu ça, c'est qu'en fait, il y a une grosse technologie au niveau des hélices. Alors, il y a des technologies à tous les niveaux, c'est-à-dire que sur les SNA, pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup la place, mais sur les SNLE, c'est absolument énorme l'énergie qui a été dépensée pour isoler tous les bruits produits par le sous-marin. Alors les premiers bruits les plus nocifs sont quand même les bruits qui sont à l'intérieur, tous les auxiliaires tournants, tous les pompes, les réducteurs, les alternateurs. Donc ils sont tous mis, tous les appareils, y compris la machine à laver, tout est mis sur des petits plots d'amortisseurs qui sont adaptés à la fréquence. Donc chaque plot est dédié à l'équipement sur lequel il agit. Et puis l'ensemble de tout ça est mis sur des immenses berceaux qui, eux, ont des plots différents pour atténuer des fréquences différentes générées par l'ensemble. Donc tout est sur multiples plots pour atténuer. Et puis ensuite, effectivement, les hélices sont des savoir-faire qui sont très, très protégés, puisqu'on ne déplace pas impunément 2500 tonnes d'eau pour les sous-marins nucléaires d'attaque ou 14 000 tonnes pour les sous-marins de dissuasion. On ne les déplace pas impunément dans l'eau. Donc les formes du sous-marin sont étudiées. La coque que vous voyez de l'extérieur n'est pas la coque épaisse dans laquelle on vit, mais c'est une coque mince qui est rajoutée par-dessus pour le profilage.
La peinture est étudiée, bien sûr, et puis les formes le sont aussi. Et l'hélice est un savoir-faire dont je n'ai pas le droit de vous parler. Mais oui, c'est un savoir-faire. À propos des transmissions, quelles sont les capacités en termes de flux d'informations que peuvent transmettre les ondes basse fréquence et à quelle profondeur elles peuvent être captées? Alors, forcément, je n'ai pas le droit de vous donner de valeur, hein, vous en doutez. Je peux vous expliquer tous les phénomènes, mais je n'ai pas le droit de vous donner de valeur chiffrée. C'est ce qui est protégé. Alors, les ondes de très basse fréquence des transmissions peuvent pénétrer de quelques mètres sous l'eau, mais pour les sous-marins de dissuasion, ce n'est pas un problème. Ils peuvent rester en immersion, ils ont juste à tendre un câble qui viendrait avec une flottabilité positive, effleurer le dessus de l'eau, il prend, et puis il rembarque l'antenne et on n'en parle plus. Donc, c'est finalement la profondeur à laquelle elle pénètre n'est pas le problème essentiel. Par contre, le débit, c'est un réel problème. Puisqu'on utilise des ondes très basses, très puissantes pour pouvoir aller loin, en portée, eh bien, le corollaire, c'est que le débit, il est très bas. Et quand vous êtes devant la console, vous voyez chaque lettre tomber une par une. Hein. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus en termes de valeur de débit, mais vous voyez quasiment chaque lettre tomber. Oui, pourriez-vous me dire si vous comptez avoir des liaisons par satellite? Parce que vous remontez en surface, donc qu'est-ce qui vous interdit de... Alors, on ne remonte pas en surface, on remonte à l'immersion périscopique. Oui. Il y a des gens qui confondent, donc je veux bien le dire, on reste 2 mètres en dessous de l'eau, on sort un périscope et on est capable d'avoir des transmissions par satellite. Mais là ça devient un choix. Nous, on le fait, les sous-marins d'attaque le font souvent, parce que ça nous permet de transmettre les photos qu'on prend des objectifs. C'est quand même plus simple que la VLF. Oui, mais c'est une indiscrétion majeure, qui est celle de sortir un périscope en dehors de l'eau, et donc de se faire potentiellement contre-détecter par des radars adverses. Donc ce n'est pas un choix qui est anodin. Oui, Étienne. J'ai pas l'impression qu'il soit... Tu vas le remettre comme il faut, parce que... Si, ça marche. Oui, à Cadarache, il y a le RES qui va démarrer, réacteur d'essai. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel outil qui a été construit à Cadarache comme amélioration? Alors, moi, je ne suis pas purement un technicien, que je vais avoir du mal à vous répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, les futurs sous-marins vont être construits, enfin, leur chaufferie va rester des chaufferies de type K15, c'est-à-dire celles qu'on a sur les CNLE actuelles, celles qu'on a sur le porte-avions à l'heure actuelle, et qui vont être à peu près le même dérivé sur les Barracuda à venir. Maintenant, ensuite, il y a des études qui sont lancées pour le prochain SNLE, donc on est sur des projections très très longues, mais ça restera, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça restera du réacteur K15, c'est-à-dire que les évolutions, de ce que j'en comprends, elles restent quand même mineures. Enfin, on ne va pas avoir de révolution dans la propulsion navale. Donc là, je vais avoir du mal à vous répondre plus précisément. Et en termes de durée de vie, vous avez dit que c'était en gros une autonomie de 6 mois. En fait, c'est la nourriture qui vous limite. Oui. Parce qu'en termes d'énergie, il y a strictement les limites d'usage du combustible sont extrêmement longues. Sont extrêmement longues, c'est la raison pour laquelle les entretiens majeurs sont tous les 10 ans. Donc après, c'est effectivement un enjeu, réussir à espacer ces entretiens intermédiaires qui sont... les entretiens intermédiaires, tous les 4 mois, ce n'est pas un hasard, c'est les échéances chaufferie, parce qu'il y a des procédures à passer pour vérifier que tout marche bien. Et puis ce sont les échéances, surtout sécurité plongée, pour vérifier que les circuits de mer ne sont pas en train de se décomposer, qu'ils ont toujours la bonne épaisseur, qu'ils pourront faire le cycle suivant. Donc après, il y a des enjeux pour essayer sur les prochains, les Barracuda, d'avoir des cycles d'entretien qui sont plus espacés, pour pouvoir faire des missions plus longues et donc se déployer plus loin ou rester plus longtemps sur zone. Mais les deux soucis se rejoignent et il faut avancer sur les deux en parallèle. Pareil, sur les entretiens majeurs, tous les 10 ans, vous avez vu que ça nous fait perdre un sous-marin. Si ces entretiens majeurs, on peut les réduire, non pas de 18 mois, mais les passer à 1 an, et si on peut les pousser de 10 à 15 ans, ce serait vraiment bien. Et c'est là où les durées de vie de réacteurs peuvent être étudiées. D'autres questions? On arrive avec le micro. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, comment les équipages arrivent à vivre les alternances jour-nuit, enfin le cycle de 24 heures, dans des longues périodes. Est-ce que ça pose un problème ou pas du tout? Alors, l'alternance jour-nuit, on la voit physiquement à bord par les lumières. Lumière blanche le jour, lumière rouge la nuit, c'est pour la dilatation des pupilles. Mais c'est la seule différence. Après le reste, c'est rythmé par l'écart. Donc effectivement, on se désynchronise complètement. Il faut
Quand je reviens à la maison, les premières fois, il faut au moins 2-3 semaines avant que j'arrive à dormir plus de 6 heures de suite dans un créneau de nuit. Enfin, c'est extrêmement difficile. Donc, physiologiquement, c'est dur à encaisser. Hein. Enfin, je pense qu'on perd des points de vie un petit peu en faisant ce métier. C'est assez violent, c'est pour ça qu'on est tous plutôt jeunes. Enfin, moi, je suis le plus vieux de la bande en tant que commandant, donc j'ai 36 ans. C'est pas... La moyenne d'âge à bord, c'est entre 24 et 26 ans. D'ailleurs, quand j'embarque des chefs d'entreprise, ils sont tous extrêmement surpris de l'outil qui est confié à des jeunes comme nous. Mais on a besoin d'avoir des gens jeunes, parce que sinon, physiquement, on ne tient pas. Donc, l'alternance jour-nuit, il n'y en a pas. Enfin, c'est pas vrai, quoi. Il ne faut pas être trop grand non plus, non? Il ne faut pas être trop grand non plus. Enfin, il n'y a pas de taille limite, mais quand on fait ma taille, c'est beaucoup plus agréable. Oui. Je comprends. D'autres questions? Oui, bonjour. Dites-moi, tout à l'heure, il m'a semblé que vous nous disiez que vous receviez vos ordres par transmission, les ondes, par des immenses antennes qui étaient au sol. Hein. Oui. En cas de conflit, admettons que le premier objectif sera de nos ennemis sera de détruire ces fameuses antennes. Oui. Alors, quid? Alors déjà, il y en a 4. Et je sais pas si oui, vous 4, mais admettons, les 4 si sont vous, détruites. si vous avez vu, elles ne sont pas au même endroit en France. Oui, d'accord, mais elles sont connues. Elles sont connues. Ça, elles sont connues, on les voit. Alors, ensuite, on a des systèmes de secours. C'est ça. Ensuite, on a toujours les transmissions par satellite s'il faut, en mode secours. On a aussi les ondes HF, avec des antennes relais qui existent dans tous nos départements et territoires d'outre-mer, y compris à Djibouti, Dakar, Nouméa. Et eux, elles peuvent faire le relais, c'est-à-dire qu'on peut leur transmettre à eux, et eux, ensuite, vont rallier la métropole par d'autres moyens. Donc, des redondances, il y en a vraiment de partout. Enfin, on est sur tout le... On part de la très basse fréquence et on va jusqu'aux ondes satellites et on a tout le panel entre les deux, s'il faut. Bon, écoutez, je suis rassuré, merci. Non mais vous inquiétez pas, l'ordre présidentiel de feu nous arrivera s'il faut. Oui, quelle est la durée de vie des cœurs? Et qu'est-ce que vous faites des vieux cœurs? Alors, les vieux cœurs, alors la durée de vie des cœurs, concrètement, c'est tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ils sont déchargés. Ils sont mis actuellement dans une piscine qui est à Toulon. Il y a des ateliers qui sont faits juste à côté, dans la même zone. Ils sont stockés là et ensuite ils sont réévalués et des fois ils sont remis, mais pas au même endroit. Enfin, c'est des affaires de géométrie, vous devez connaître ça. Enfin, vous avez même souci des fois sur EDF. Donc en fonction de comment ils ont été consommés, ils sont replacés différemment. Sinon, actuellement, ils attendent tous en piscine. Ceux qui sont démantelés, ils sont dans la piscine à Cherbourg, dans le Haumé, la zone du Haumé. Et puis ceux de Toulon, en attente de régénération, enfin de repassage sur d'autres sous-marins, sont à Toulon. Vous avez combien de cœurs en stockage? En stockage, en fait, il y a ceux de l'ancienne génération, des M4 et des M20 avant. Donc ça fait entre 10 et 15, une quinzaine. Une quinzaine à Cherbourg. À Cherbourg et à Toulon? Dans une piscine. Je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3 de mémoire. Et voilà, une fois de plus, c'est du 48 MW, un réacteur nucléaire de sous-marin, c'est vraiment pas grand-chose quand même. Oui, certes, je ne dis pas le contraire. Voilà. Mais bon, on va falloir vous lever tôt pour venir les piquer quand même. Hein. J'ai l'impression que vous avez l'air intéressé pour en récupérer, mais non, enfin, c'est bien. Ouais. Y a-t-il une possibilité de visiter un sous-marin à Toulon? Ça pourrait être organisé par la Sven. Oui. Vous avez répondu oui, tout à fait. Il suffit de vous adresser à l'escadrille des sous-marins. Ils vous trouveront une date. Je peux tout à fait laisser les coordonnées après. Et il faut être combien? Parce qu'on ne peut pas être 50 dans un sous-marin. Alors, vous ne pouvez pas être 50 dans un sous-marin. C'est vrai que la bonne taille, c'est d'être, on va dire, une vingtaine, trentaine. Après, on se divise en plusieurs groupes pour visiter à l'intérieur. On fera des groupes de 10. Et faire 2 à 3 groupes de 10, c'est tout à fait faisable. Et puis après, vous pouvez tout à fait renouveler l'opération. En particulier, si c'est un week-end, c'est plus simple le week-end parce qu'en semaine, la zone d'entretien de Toulon, c'est une zone de chantier. Donc, c'est tout le monde avec des casques, des chaussures sécurité et on répare. Par contre, le week-end, on travaille un peu moins. On travaille souvent le samedi matin, mais le dimanche, c'est une journée libre. Donc, les visites le samedi ou le dimanche, c'est tout à fait envisageable, sans problème. On va organiser ça, Jean. Ça vous permettra de mettre des volumes sur les images que vous avez vues. C'est vrai que c'est un bon complément. Merci.
Oui, une question égalité professionnelle. On entend parler que bientôt il pourrait y avoir des équipages qui ne seraient pas uniquement constitués de personnel masculin. Est-ce que c'est décidé ou pas? C'est déjà décidé, effectivement. Il y aura, à compter de 2017 ou 2018, ils vont commencer par mettre 3 femmes sur un SNLE. Pour voir. Donc les Américains et les Britanniques l'ont déjà décidé depuis 2 ans. Il y a des nations sur lesquelles ça ne pose pas de problème déjà sur les sous-marins diesel. En Norvège ou en Suède, ils font déjà ça de façon assez courante, mais ils n'ont pas la même notion de pudeur que les Français. Mais ça va venir, oui, effectivement. On n'a pas le droit de se priver de la moitié des cerveaux français pour faire tourner nos sous-marins. Oui, j'avais une autre question, mais on entend dire que les Chinois auraient des combustibles de réacteurs sous-marins au plutonium, donc combustible MOX. C'est vrai? Aucune idée. Aucune idée. Bon. Et cette fois, c'est une réponse sincère. Oui, parce que des fois, je suis obligé de vous faire des réponses pas sincères, mais celle-ci, elle est sincère. D'autres questions? Juste le temps de transférer le micro. Oui, j'aimerais bien qu'on revienne sur les armes qu'un sous-marin SNA peut transporter. Vous nous avez parlé tout à l'heure des torpilles, des missiles, même vous avez également parlé des mines. Des mines. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est possible déjà d'avoir cette réponse, d'avoir combien d'armes un sous-marin peut-il transporter? Combien d'armes? Quel tonnage? Je crois qu'on a parlé de 300 tonnes. J'ai cru comprendre ça, 300 tonnes de TNT à peu près. Non, oui, ça représente 3 tonnes de TNT quand on met tous les TNT, les uns derrière les autres. Mais vous le verrez quand vous visiterez, j'ai envie de vous dire. Comme ça vous donnera l'eau à la bouche. Non, mais pour faire plus simple, le sous-marin nucléaire d'attaque français, il a 4 tubes à l'avant, donc vous pouvez déjà en mettre une dans chacun des 4 tubes. Sur le côté, il y a un lieu de stockage qui fait 5 rances sur bâbord, 5 rances sur tribord, donc vous arrivez à 14. Puis vous pouvez même en mettre une sur la rampe centrale, donc ça fait 15. D'accord. Les Barracuda auront une capacité supérieure. Et vous pouvez tirer sur les 4 tubes en même temps? Ah oui. D'accord. Oui. Donc vous pouvez atteindre plusieurs cibles, vous pouvez tirer sur plusieurs cibles. On peut tirer sur plusieurs cibles en même temps, oui. D'accord. En lutte anti-navire, en tout cas en entraînement à quai ou à la mer, on le fait régulièrement. Oui. Les doubles filoguidages de torpilles sur 2 buts différents, ça se fait. Et vous pouvez tirer également torpilles et missiles en même temps aussi. Oui, ça c'est d'ailleurs c'est le nec plus ultra, c'est d'arriver à conduire la torpille sur le but et de lancer une salve de 2 missiles pour que les 2 fassent impact en même temps. D'accord. Alors là, c'est le top. Là, c'est champagne. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci. Oui, j'ai encore une autre question au fond. Question de la jeunesse. Merci. Pour rester sur l'armement, en fait, quand vous parlez des missiles, est-ce que c'est possible d'avoir une assistance extérieure, par exemple avec un laser ou quelque chose comme ça, pour pointer un missile, pour aider à la précision, justement, dont vous parliez? Pas pour nous. Pas pour vous? Non. Ça se fait beaucoup pour les avions. Ouais. Les avions de chasse, souvent, il y en a un qui est désignateur d'objectifs et l'autre qui tire. Mais nous, non. Alors ensuite, pas au niveau laser. Par contre, quand on est intégré à une force navale, on peut tout à fait tirer les missiles qui ont des portées qui sont assez lointaines. On peut tout à fait tirer le missile sur une cible qui nous aura été envoyée par quelqu'un d'autre, mais pas sur des pointages laser comme vous dites. Ce sont des désignations d'objectifs relais. Par exemple, l'avion de patrouille maritime qui voit, qui a contact sur une frégate adverse. Moi, je ne l'ai pas à la vue ni au sonar. Il me donne ces éléments et je tire dessus. Ça, c'est possible. Encore une dernière question. Puisque... Oui, une question un peu de stratégie. Vous avez évoqué que la Chine n'était pas encore capable de tirer en immersion leur SNLE. Est-ce que vous avez des informations sur dans quelques temps ils peuvent y arriver, et n'y a-t-il pas un risque en collaborant avec ou ce pays ou que la Chine collabore avec des pays qui savent déjà maîtriser une partie des technologies, de leur transférer ou de manière volontaire ou involontaire les connaissances qui leur permettraient de réussir à faire ce que nous on sait déjà faire?
Alors, le transfert, ils ont pas tout inventé. Quand on regarde un sous-marin chinois, on voit clairement un sous-marin russe. Donc, il y a beaucoup. Ils n'ont pas inventé beaucoup de choses. Maintenant, apparemment, tout ne leur a pas été transféré en termes de technologie. Moi, j'ai aucun doute. Les Chinois, ils y arriveront dans pas longtemps. Et si c'est pas en empruntant aux Russes, ils y arriveront par eux-mêmes. C'est qu'une affaire de temps. Pareil pour les Indiens. Ils y arriveront. Ils ont un niveau d'avancement qui est déjà tel que les dernières barrières, elles vont sauter. C'est pas les plus compliquées en fait. Elles arrivent en dernier dans le processus, mais c'est pas les plus compliquées du processus. Une dernière question de la jeunesse. Mais est-ce qu'un sous-marin, il est fabriqué que par des Français? Enfin, ceux de France, ils sont fabriqués que par des Français ou par des Chinois des autres pays? Alors, les sous-marins français sont construits que par des Français. Les sous-marins américains sont construits que par des Américains. Les sous-marins britanniques sont construits par des Britanniques, mais beaucoup par les Américains. Et puis les Russes que par les Russes. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là en remerciant le commandant Tachon. Merci à vous pour cette bonne conférence.